Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On va voir ensemble comment s'installer, s'expatrier sereinement à Dubaï. Je suis aujourd'hui avec Maxime Gauthier. Salut Maxime. Bonjour Maxence. Donc on va voir différents piliers pour réussir son expatriation. Tu es également fondateur du Madge Business Club. On se connaît déjà depuis un petit moment déjà, donc on va revenir sur tous ces différents éléments. Et également, on fera un petit match amical Estonie versus Dubaï, puisque je suis moi-même expatrié en Estonie depuis avril 2018 et je suis aussi auteur du livre De la patate à 100 patates aux éditions Gigi. Donc Maxime, première question, depuis combien de temps es-tu installé ici à Dubaï? Alors je suis installé depuis 4 ans et pour la petite anecdote, c'était pas du tout prévu. J'avais beaucoup d'a priori sur Dubaï. Je suis arrivé 3 jours en vacances et je ne suis jamais reparti. Donc si on remet dans le contexte, c'était l'année 2021. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir directement à Dubaï? Écoute, le Covid. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une période où tout était fermé et il n'y avait que 2 destinations internationales ouvertes à ce moment-là. C'était le Mexique et les Émirats Arabes Unis. Et malgré beaucoup d'a priori sur les Émirats Arabes Unis, parce que c'est vrai que les médias montrent peut-être qu'un seul visage de ce pays aujourd'hui, on a réussi à me convaincre, un associé notamment, que je remercie, et quelques amis, ma maman aussi. Beaucoup de personnes m'ont dit Dubaï, Dubaï, Dubaï. Ils me l'ont répété plein de fois dans ma vie. Et j'ai eu cette ouverture d'esprit que partagent les personnes qui aujourd'hui vivent à l'étranger, parce qu'ils ont accepté d'aller voir est-ce que c'était mieux qu'en France, pour au moins m'accorder ces quelques jours de vacances aux Émirats qui ont changé ma vie, puisque j'y suis resté, j'ai refait toute ma garde-robe à Dubaï de zéro, etc. Et tu es originaire de quelle ville en France? Alors moi, je suis né à Paris, j'ai grandi en Corse jusqu'à mes 18 ans et je suis retourné à Paris ensuite, dans une ville dans laquelle j'ai commencé à travailler en tant qu'employé pendant plusieurs années jusqu'à le fait de devenir entrepreneur depuis maintenant il y a de ça 7-8 ans. Ok, donc si on remet dans le contexte, pandémie de l'année 2020, que vous avez tous connu certainement, tu t'es dit j'en ai marre d'être confiné, je veux voir quels sont les pays qui sont ouverts. 2 choix s'offrent à toi, Mexique versus Émirats Arabes Unis, et tu décides d'aller prendre quelques jours off à Dubaï. Et ensuite, j'imagine que tu es tombé sous le charme. Complètement. Et c'est ce qui t'a amené à vouloir t'expatrier, t'installer Complètement. là pour de nombreuses années. J'ai pris une claque. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'avait le plus surpris d'entrée de jeu quand t'es arrivé ici? Écoute, moi, ce qui m'a le plus surpris, il y a 2 choses qu'on relève principalement aux Émirats. La première, c'est évidemment la sécurité, mais ça, c'est quelque chose qui est très surprenant parce qu'on parle de sécurité en tant qu'homme. Alors, on est censé quand même pouvoir se défendre un minimum, je veux dire, en tant qu'homme, et j'ai beaucoup voyagé au préalable, notamment dans des pays comme le Brésil, la Russie et autres. Mais toujours est-il, on s'en rend même plus compte lorsqu'on vit dans une ville comme Paris. On a toujours cette petite boule d'angoisse de je dois faire attention à moi. Il est 2 heures du matin, tu rentres chez toi, dans la rue en pleine nuit, tu es obligé, s'il y a un bruit derrière toi, de te retourner. Et ça, en fait, c'est quelque chose dont on se rend même plus compte. Et c'est une forme, si tu veux, d'énergie qui est dépensée, en fait, et qui, lorsque tu arrives dans un lieu comme les Émirats, eh bien, cette énergie qui n'est plus utilisée à mauvais escient peut être mise à profit de choses beaucoup plus intéressantes et prolifiques. Donc ça, c'est le premier point, c'est la sécurité. C'est hors norme, à un tel point qu'ici, tu ne fermes même pas la porte de chez toi, tu n'as aucune nécessité de ça, tu ne vois même pas la police, et donc tout est assez bien structuré sur ça. Le deuxième point, et ça a été pour moi le plus grand déclic, je suis quelqu'un qui prône l'ouverture sur les autres communautés, la bonne entente entre les diverses religions, les diverses cultures. Et si tu veux, c'est quelque chose qui aujourd'hui a été pleinement réussi par Dubaï. J'appuie sur Dubaï parce que c'est vraiment la vision du Cher aujourd'hui ici, qui a voulu construire cette société à partir d'expatriés principalement. Donc tu as 90% de l'émirat qui est fait d'expatriés. Et en fait, tu te rends compte que ce qu'on t'a potentiellement appris, qu'il y avait des gens différents, qui peut-être même étaient la cause de certains soucis. On en parle beaucoup en France avec on va dire la croissance du Front National et autres. Tu te rends compte que ce discours, il tient plus, et que en fait, un environnement comme Dubaï permet à différentes cultures de vivre ensemble, que tu sois de culture, j'en sais rien moi, quelle que soit ta culture, ta religion, les gens avec des extrêmes de pensée vivent ensemble. Et ça, c'est aujourd'hui
ce pourquoi moi, en tout cas, j'ai choisi Dubaï, parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on ne retrouve qu'aux Émirats. Et c'était vraiment pour moi juste ce que j'attendais du monde. C'est-à-dire juste me retrouver avec d'autres personnes et respecter l'autre malgré sa différente façon de penser. Ok, merci pour ces différents déclics. Alors, ce que je propose, donc généralement, quand on s'expatrie, si vous souhaitez vous expatrier, on a 4 piliers à regarder. Donc, le premier pilier, ça va être tout ce qui est lié au logement. Donc, ça, c'est la première chose, on va le voir dans quelques instants. Deuxième pilier, création de société. Donc, on va voir aussi comment ça se passe pour les aspects visa et ainsi de suite ici à Dubaï. Troisième pilier, les banques, donc compte bancaire professionnel, compte bancaire personnel. Et quatrième pilier, tout ce qui est relié à la résidence. Donc, on va faire un petit peu tout ça. Je me suis noté quelques questions par la même occasion. Okay. Donc, première question qui est reliée au logement. Quel est le coût de la vie à Dubaï? Donc, loyer, alimentation, transport, santé, loisirs. Combien faut-il prévoir par mois? Même si, évidemment, comme partout dans le monde, il y a des grandes disparités, notamment sur la géolocalisation. Mais tu peux faire peut-être 2-3 exemples en disant, vous avez un budget de X, un deuxième budget un peu plus élevé, un troisième encore plus élevé pour donner des conseils et recommandations par rapport à l'aspect logement, appartement, cocooning, bien se sentir chez soi. Écoute, je vais te faire une réponse courte et une réponse, on va dire, plus longue, plus en détail pour que tout le monde puisse vraiment s'imager la vie aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. La réponse courte, c'est qu'un Français, Belge, francophone, qui a l'habitude de vivre vraiment avec des conditions plutôt favorables en France, quelqu'un qui est d'un milieu social où vraiment il a on va dire, une certaine qualité de vie, il lui faudra 2 500 € pour vivre confortablement à Dubaï. C'est-à-dire avoir un logement, manger, je veux dire avoir une qualité de vie, tout ce qu'il y a de plus basique, retrouver la même qualité de vie qu'il a aujourd'hui en Europe. Là où tu dirais en France, par exemple, pareil, 2500 €. À peu près exactement, à peu près la même chose. On est dans une équivalence totale. Quand je dis une équivalence, c'est que tu as aujourd'hui, pour faire tes courses, ça va te coûter la même chose aujourd'hui. Et on a tendance à aujourd'hui pointer un petit peu du doigt le marché immobilier à Dubaï qui a été en fait très croissant ces 3 dernières années. Puisqu'en fait, pendant le Covid, il y a eu un phénomène où les gens ont quitté les Émirats Arabes Unis. Puisqu'en fait, ils sont expatriés. Très souvent, le réflexe qu'ils ont eu, c'est rentrer près de leur famille. Donc cette ville, en fait, le marché immobilier s'est un petit peu effondré à ce moment-là, de façon logique. Puisque le rapport offre-demande n'était plus favorable, en tout cas au niveau de la demande. Pendant la pandémie, ça a baissé. Complètement. Je vais te donner un exemple, c'est que moi-même, mon premier appartement à Dubaï, j'avais 90 mètres carrés, la plus belle vue de la marina, et c'est un appartement que je payais 550 €. Donc je me suis installé aux Émirats dans des conditions hyper favorables qu'on ne pourrait pas retrouver aujourd'hui. Le même appartement coûterait facilement 1 500 € par mois. Mais là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on nommait... en fait, les Émirats Arabes Unis paraissent chers de l'extérieur parce que des personnes ont un intérêt à montrer que c'est une ville chère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui communique en ligne, qui fait l'effort de communiquer, elle y a un intérêt très souvent de vendre, elle peut être influenceur, elle peut vendre des produits, que ce soit de la formation ou autre, et son intérêt, c'est de dire « je suis à Dubaï, ça coûte cher d'être à Dubaï, je réussis », et c'est très souvent un petit peu l'idée qu'on a dans ça. Et on oublie qu'en fait, Dubaï, c'est aujourd'hui une population qui est faite à quasiment 80% d'Indiens et de Pakistanais aujourd'hui et autres communautés de cette partie du monde qui vivent aujourd'hui avec 600-700 € par mois. Et donc Dubaï, il faut le comparer un petit peu moi je le comparais à un Monaco du Moyen-Orient. Donc en fait, il y a un ultra-centre de Dubaï où effectivement tu peux y trouver des logements qui sont très chers et qui sont réservés à des personnes qui sont millionnaires, multimillionnaires. Et tu peux te retrouver à 5 minutes de voiture avec des personnes qui vivent avec 500 € et qui vont manger avec du poulet et du riz à 2 €. Et c'est Dubaï. Donc là où je veux en venir, c'est que tu as aussi cet entre-deux. Tu peux très bien aujourd'hui t'offrir un appartement à 1 000 €, mais trouver de quoi manger à 3-4 € de façon dans un restaurant indien. Et c'est le même poulet, c'est le même riz que tu vas trouver. Tu as des personnes qui sont dans une optique de diète et autres. C'est d'ailleurs même ce qu'il faut manger plutôt que de la bouffe transformée. Donc, Dubaï, c'est possible de très peu, d'avoir une vie assez peu luxueuse et de peu dépenser. Faut-il ne pas rechercher évidemment le luxe? Moi-même, j'ai pu constater ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais te donner, en toute transparence, aujourd'hui, moi, je vis avec 5 000 €. Okay. Je vis avec 5 000 €. Je m'accorde en tout cas 5 000 €. Je pourrais vivre avec plus. Mais c'est pour te dire que j'ai une vie de prince. C'est-à-dire que je vis en illimité.
Et ça donne une idée pour des personnes qui, elles, ont un porte-monnaie plus important ou autre. Aujourd'hui, je vis dans le meilleur endroit de Dubaï qui s'appelle Old Town. J'ai un loyer de 2000 et quelques euros par mois. Je ne fais que manger en commandant, en allant au restaurant, etc. Mon linge, j'ai un numéro de téléphone où j'appelle une personne, elle vient récupérer mon linge, elle me le ramène le lendemain sur Cintre, ça me coûte 20 euros. Et c'est le sac Ikea bleu où je le remplis de mon linge, je lui donne, elle vient chez moi, ça me coûte 20 euros d'avoir mon linge traité, ça m'a pris 0 temps. Donc ma vie optimisée comme un roi me coûte 5000 euros. Si j'étais célibataire, seul, parce que j'ai madame, alors évidemment j'ai envie de lui faire plaisir, on fait des restaurants, tout ça. Si j'étais seul, je serais à 2005. Et si j'étais dans une optique d'optimisation financière, parce que je démarre mon activité et que je me dis, je veux concrètement mettre tout le capital que j'ai pour dépenser en pub, en humain, en ressources, je pourrais vivre je pense, à maximum, tu descends à 1800 aujourd'hui, là où je vivais avec 1005 en arrivant à Dubaï, mais c'était une autre conjoncture. Ouais, donc en gros, aujourd'hui, on a pour tous les portefeuilles, donc même quelqu'un qui aimerait quitter la France et venir à Dubaï pour le soleil, les autres avantages, on va y revenir tout à l'heure, Oui. on peut, si on a, voilà, en même temps, j'ai envie de dire, si on n'a pas 2000, 2500 euros par mois, j'ai envie de dire, restez peut-être là où vous êtes avec votre famille et ainsi de suite. Et c'est à peu près le même constat. Moi, ayant un peu comme toi l'envie, si un jour je m'installe ici à Dubaï, ça serait d'être un peu dans les quartiers hautes, donc bien placés. Donc j'avais à peu près prévu, je m'étais fait ça comme réflexion, une personne 100 000 euros par an, donc ce qui fait environ 8 000 euros par mois, deux personnes, donc 200 000, et deux personnes, donc un couple plus deux enfants, 300 000, si on veut vraiment avoir un lifestyle de dingue, puisque Ah oui, là, t'es dans le lifestyle de champion, là. Dubaï offre tellement d'opportunités que, voilà, évidemment... Après, c'est propre à chacun aussi, parce que vraiment, c'est en fonction de ses besoins. Tu vois, moi, encore une fois, je dépense pas. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de matérialiste aujourd'hui. Alors, je dépense dans on est un peu pareil. Je vais être matérialiste dans les montres, mais je vois ça comme un investissement, par exemple. Je n'irai pas m'acheter un t-shirt à 1500 euros. Voilà, ça n'existe pas dans ma réalité. Donc, en tout cas, avec juste manger, vivre, mon billet d'avion de temps en temps, je suis en éco, j'ai envie d'aller à droite ou à gauche, voilà, c'est le budget. Par contre, il y a un truc qui est une vraie réalité et que ça, je retrouve chez la quasi-totalité des gens qui s'expatrient en famille, c'est qu'en fait, il y a un vrai gap entre venir tout seul ou être en famille. C'est plus du tout la même chose. Tout seul, Dubaï, c'est facile. En famille, ça se réfléchit bien. Parce qu'effectivement, ne serait-ce que la partie école, tu t'es dans un 12, 15, 20 000 euros par an selon les écoles pour tes enfants. Par enfant. Et par an. Multiplié par le nombre d'enfants. Donc là, effectivement, on arrive à des prix des coûts de la vie que tu viens de donner, pour moi, sont complètement... ça match. Parce que si tu as des enfants à Dubaï, ça, c'est quelque chose, ouais, c'est certain. Après, ce que j'ai pu observer, pourrez nous le dire dans les commentaires, souvent, quand on est en famille, l'île Maurice va plutôt être la destination que les personnes choisissent. Peut-être que je me trompe, parce que toi, tu as plus de stats que moi. Moi, j'ai en perception sur les réseaux, vu que je suis résident en Estonie, que souvent, les gens qui s'expatrient à Dubaï, pour 90% du temps, soit ils sont en couple, soit ils sont célibataires, allez, de temps en temps, peut-être il y a un enfant, mais c'est très rare, mais tu le reconnaître, hein, tu vas me trouver des exceptions, mais j'ai jamais vu des personnes qui, a priori, ont 2-3 enfants qui s'expatrient à Dubaï. Et évidemment, il doit en avoir. Mais est-ce que c'est 10%? J'ai l'impression que ceux qui sont en famille vont souvent choisir l'île Maurice, notamment parce que ça parle français. Il y a peut-être moins de choc culturel par rapport à l'aspect d'ici, etc., etc. Écoute, du recul que j'ai cette année, il y a une question de niveau d'affaires, bizarrement. Okay. En fait, il y a quelque chose qui revient. Alors moi, j'ai pas mal de personnes qui sont à Maurice, qui s'installent en ce moment à Dubaï. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas retrouvé, c'est cet environnement de performance. Et en fait, ça s'explique même par des choses très bizarres que je vais t'expliquer, qui sont en direct même en ce moment. Il y a un ouragan à Maurice. Ils n'ont plus Internet. Fin du game, ça s'arrête. Voilà, point. Concrètement, tu es entrepreneur, tu pèses. Aujourd'hui, tu es une société qui vend en millions. On ne peut pas te dire que demain, il y a un ouragan, il n'y a plus Internet, parce que concrètement, ton business, tu es obligé de le traiter. Donc ça s'arrête là. Alors oui, pour plein de raisons. Moi, ça me ferait un peu flipper aussi. Au-delà du business, tu dis, est-ce que ma maison va s'effondrer, je vais encore être vivant? Ça encore, je me dis, bon, a priori, ils sont habitués, dans le monde entier, vu de l'extérieur... J'avoue que ça fait un peu flipper, se dire J'avais même pas pensé pour te dire. Moi, c'était plus mon confort de sécurité en me disant a priori, personne n'est surpris parce que c'est habituel et ça a lieu chaque année, mais personnellement, moi, ça me ferait un peu flipper quand même. Ouais.
En tout cas, c'est un point qui est à prendre en considération. Après, je vais pas omettre le fait que c'est une réalité. En tout cas, Maurice, c'est une destination pour des personnes qui parlent français, que français. Et moi, de ce que j'ai pu constater, beaucoup de gens qui allaient à Maurice, c'était aussi pour ça, parce c'était un vrai frein pour eux de se dire, genre, j'arrive dans un environnement anglophone. C'est un très bon entre-deux. Il y a une des meilleures qualités fiscales et autres. Et surtout, le gros point positif, et je peux en parler, c'est que je vais à Maurice dans une semaine. J'y passe 3 semaines. Et une des raisons pour lesquelles je vais à Maurice, c'est notamment en fait pour faire un pont entre les personnes installées à Maurice et à Dubaï. Maj tend à vouloir s'étendre à l'international. Et l'idée, c'est de faciliter, alors même s'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas, je pense, un flux aussi important à Maurice. Je ne vais vraiment pas dans une optique d'affaires en me disant je vais accueillir des Français à Maurice parce qu'il n'y a pas le même flux aujourd'hui. Mais pour moi, c'est important, ne serait-ce que de façon idéologique dans ma société, d'être un vrai pont entre ces destinations, et qu'une personne qui est à Dubaï, qui en a marre, ça peut être mon cas d'ailleurs, moi demain, je veux dire, pour plein de raisons, on va en discuter, mais Dubaï, il y a plein de 3, défauts. 4, 5 ans, je comprends. Dubaï, il y a plein de défauts, et des fois, je suis très content d'aller à Maurice pour avoir de la nature, et je me dis que faciliter le pont, connecter les gens entre ces destinations, ça peut être hyper intéressant. Donc pour résumer cette partie appartement, donc là on a fait aussi en même temps coût de la vie, Ouais. donc si on doit résumer, donc si on a un budget restreint, 2 500 € par mois, on est bien. Donc à chaque fois, on donne pour une personne. Oui. Et on va dire que vous pondérez en fonction de si vous êtes en couple et si vous avez des enfants. Oui. Si on veut se mettre bien, 5 000 € par mois. Et si on veut se mettre très très bien, c'était un peu mon optique, c'est 10 000 € par mois. Et là, on est très très bien avec La Palme. Autre quartier très huppé qui est excellent, c'est Al-Bazari. Oui, mais tu as dit exactement le truc, c'est que tu as parlé de La Palme. C'est que c'est vraiment l'endroit qui réunit aujourd'hui tous les millionnaires de Dubaï. Donc tu es dans un environnement hyper favorable au networking, à plein de choses, la qualité de vie de fou. Mais effectivement, tu payes ton loyer 2 fois plus cher. Absolument. Donc si on a envie de se le permettre parce qu'on veut vraiment être l'hypercentre parfait, c'est un peu comme se dire je suis sur les Champs-Élysées à Paris, forcément tu payes plus cher que si tu es à quelques kilomètres des champs. Ouais. Ok, donc ça c'est excellent. Autre pilier, donc maintenant le pilier création de société. Oui. Quel type de visa est nécessaire pour vivre à Dubaï? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir soit visa de résidence, investisseur, freelance? Quels sont les critères et les différentes démarches? Parce que je sais que c'est aussi l'un de ton cœur de business avec Match Business Club. Je te laisse nous partager, c'est quoi les étapes pour s'expatrier légalement à Dubaï? Alors aujourd'hui, si tu veux, les Émirats ils sont dans une optique d'attirer des entrepreneurs, des investisseurs. C'est un pays qui se construit par des flux financiers qui rentrent dans ce pays. Donc ça reste plutôt simple et accessible de venir vivre aux Émirats. Et il y a surtout, en fait, on peut y trouver une capacité d'y devenir réellement résident fiscal. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, tu pourrais voir des publicités, par exemple. Je vais donner un exemple qui est parlant pour certaines personnes qui démarrent dans les affaires. Un freelance, il va taper freelance, nomade, etc. Il va tomber sur un visa freelance 0% d'impôt à Bali. Ça ne veut pas dire que tu es fiscalisé à Bali. Ça veut dire que Bali, entre guillemets, considère qu'ils vont te donner un titre de séjour qui fait que tu peux séjourner de façon illimitée pendant 1 an, 2 ans là-bas et ne pas être, entre guillemets, taxé là-bas. Par contre, tes revenus seraient taxés dans ton pays. C'est-à-dire que si tu es en France, c'est taxé en France. Donc là, il y a une incompréhension, je pense, qui requiert un minimum d'être un petit peu conseillé dans le moment de son expatriation pour avoir une vraie, j'ai envie de dire, pour prendre une décision éclairée et pas se retrouver à se dire, tiens, je suis à 0% à Bali et je ne le savais pas, en fait, je suis encore taxé en France. Les Émirats, pour en revenir sur les Émirats aujourd'hui, tu as plusieurs types de visas accessibles en fait, au grand public. Le premier et le plus simple, ça reste l'emploi. En fait, aujourd'hui, c'est par l'emploi que tu obtiens un visa. Donc, une société, lorsqu'en fait, elle va recruter une personne, elle va donc l'importer dans le pays, entre guillemets, donc lui permettre de venir aux Émirats Arabes Unis, et on appelle ça la sponsoriser. Donc, lui faire, à travers son emploi, elle va avoir un visa de résidence. Pourquoi on parle de création de société? Parce que beaucoup de personnes, en fait, vont s'auto-employer, et donc, de facto, vont créer une société pour pouvoir se créer un propre emploi pour y avoir un visa de résidence. Et donc ça, c'est le premier moyen d'avoir un visa. Il faut faire attention aussi. On doit créer la société pour avoir un visa. C'est une des possibilités. C'est une des possibilités. Okay. Exactement. Tu as également le fait de pouvoir y investir dans l'immobilier.
Et ça, on parle de visa, par exemple, Golden. Alors, il y a plein de types de visas, mais on va parler d'un visa Golden, par exemple, qui s'obtient avec un investissement dans l'immobilier. Alors, les conditions changent quasiment constamment, donc je ne vais pas m'arrêter forcément dessus. Je vais peut-être donner une idée pour que les gens comprennent. Il ne faut pas s'arrêter au chiffre près, parce que ça change 3 fois par an. Mais dans l'idée, c'est aujourd'hui 2 millions de dirhams de valeur de propriété. On parle d'à peu près 500 000 euros. Et ne serait-ce qu'en ayant fait un dépôt, c'est-à-dire qu'en ayant payé par exemple 20% de la somme si tu achètes l'appartement, tu peux prétendre déjà à ce visa. Donc en ayant mis 100 000 euros de capital, imaginons sur la somme de ton bien, tu peux imaginer avoir un visa de résidence de 10 ans. Qui a un vrai désavantage, et il faut le noter, ton visa est relié à un actif, soit la société, soit à ton bien immobilier. Donc attention, ce visa Golden qui peut paraître sexy, il a un premier désavantage, il est que si tu as par exemple une ambition de revendre ton appartement 2 ans après, tu perds ton visa. Et enfin, le deuxième désavantage, il y en a d'autres, mais ça peut être le fait que ce n'est pas un moyen de travailler. C'est-à-dire qu'attention, on ne peut pas se dire je suis entrepreneur, je vais acheter un appart, j'ai mon visa Golden. Oui, mais il y a un moment donné, il faut que tu encaisses de l'argent et ça passe par une société. Donc, c'est peut-être plus intelligent de créer une société, y faire ton visa, parce que c'est par là que tu vas avoir un emploi, te verser ton salaire tous les mois. Et donc, ça reste du cas par cas. Et c'est aussi pour ça qu'en tout cas, des sociétés comme Mage, et nous aujourd'hui, on est la référence dans ce secteur aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis, on est là pour conseiller dans ces étapes et dire qu'est-ce qui est le mieux dans l'intérêt de la personne. Et pour créer sa société, c'est 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Quels sont les différents frais à prévoir pour la création et ensuite peut-être en coût de fonctionnement chaque année, si tu as une petite fourchette à nous partager? Ouais, ça dépend. Alors, puisqu'en fait, à Dubaï, on ne parle pas de société, vraiment. On parle d'un droit d'exercer, on parle d'une licence. Et donc déjà, c'est le premier truc à prendre en considération. À contrario de lieux comme la France ou plein d'autres pays où ça peut coûter peu cher de créer une société, mais ensuite il y a tout un système de taxation et autres. Aux Émirats, en fait, on paye une licence, un droit d'exercer pendant 12 mois. Donc attention, souvent on dit il n'y a pas d'impôt à Dubaï. Non, il y a un autre modèle économique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant même de travailler, ça peut coûter effectivement 3 000 euros pour avoir son droit d'exercer. Imaginons que je suis dans Community Manager. Je fais donc un travail lié au marketing. Eh bien, je vais prendre une licence de marketing qui peut me coûter au minimum 3 000 euros par an. Donc ça, il faut le prendre en considération, effectivement. Et c'est une sorte de petit impôt, parce que ça, c'est à payer aux autorités. Il faut bien qu'ils payent à un moment donné des personnes qui travaillent dans l'administration, dans le domaine public. Et donc ça, c'est la première des choses, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un autre modèle qui est de payer une licence, un droit d'exercer, au même titre qu'on pourrait avoir un restaurant demain. On va avoir une licence et un droit d'exercer dans la restauration pendant 1 an. On est régulé, donc on va, au même titre qu'en France, on va venir vérifier qu'on respecte toutes les normes sanitaires et autres. Et voilà. Donc 3 000 euros, c'est le prix d'entrée. Et ça fonctionne surtout en fonction... Donc quoi qu'il arrive, c'est 3 000 euros pour avoir la société. Pour avoir une société, effectivement, et indirectement pour y avoir un visa et venir aux Émirats. Donc effectivement, c'est une là, officiellement, on est bon. Effectivement. Ça veut dire que soit on va être employé, donc une personne peut vous employer en tant que dans un job quelconque, soit il va falloir créer sa propre société et s'auto-employer. Donc c'est un modèle qui est différent, mais qui aujourd'hui est celui des Émirats. Ok. Et ensuite, la comptabilité, est-ce que c'est 100 euros par mois, 500 euros par mois? Est-ce qu'on a d'autres frais additionnels à avoir et à payer du coup chaque mois ou chaque année? Quelle est à peu près dans toutes les personnes que tu accompagnes l'enveloppe globale à prévoir pour comptabilité? On va faire très simple dans les calculs. Donc comptabilité pour un business à 1 million d'euros. Coût de la création de la société, a priori 3 000 euros. Les renouvellements, voilà, à peu près quel serait le montant. Avoir aussi des comptes bancaires. Qu'est-ce que tu évoquerais comme budget à prévoir lorsque l'on souhaite s'installer et s'expatrier à Dubaï? Écoute, pour la partie compte bancaire, aujourd'hui, c'est assez simplifié. Il y a beaucoup de comptes de néobanques, d'ailleurs, qui ont ouvert ces dernières années. Donc, ça reste une formalité. Ça ne l'était pas forcément autant il y a encore quelques années. C'était pour ça qu'on avait beaucoup plus axé notre travail sur l'optimisation avec le monde bancaire. Ça l'est moins. Donc ça, je ne vais pas m'arrêter dessus. Ça ne coûte rien, c'est une formalité. Et ça va coûter 20 euros des frais de banque mensuels pour avoir une carte, un chéquier. Ensuite, sur la partie obligation,
on va dire, comptable et fiscal pour que la société soit compliant, aujourd'hui, ça peut te coûter rien. Puisque quand je dis rien, c'est que tu peux très bien gérer ta comptabilité toi-même, comme tu le feras en France, avec un logiciel comptable, tu vas émettre tes factures, et c'est ce qu'on va conseiller à quelconque personne qui tout simplement démarre et doit mettre des ressources ailleurs que dans le fait de déléguer du temps. Donc ça, c'est le premier point. Au pire, ça va coûter, nous en tout cas, on donne le conseil de budgétiser tout de même 1 000 €. Et c'est pour qu'une personne ne se retrouve pas tout simplement à être bloquée et qu'elle puisse budgétiser à l'avance un petit peu. Et pourquoi ? Parce qu'on va dire, si tu prends un logiciel comptable quelconque, un peu structuré ou autre, ça va te coûter 20-30 € par mois, donc tu es à 400 € par an peut-être. Et surtout après, tu seras peut-être content à un moment donné de te dire, je prends un expert comptable pour faire ne serait-ce que ma déclaration fiscale, je ne vais pas faire d'erreur, ou j'ai une gestion de TVA locale parce que je vends localement. Donc budgétiser au moins 1 000 € par mois pour être tranquille. Ensuite, moi, je peux te répondre de façon précise sur combien ça coûterait pour tout le monde. C'est très simple parce qu'on n'a que 2 offres. Donc, un cabinet comptable, ce qu'il fait très souvent, il attire des personnes dans son cabinet avec des coûts assez attractifs. Et après, son prix évolue en fonction du volume d'affaires. Et c'est un petit peu comment attirer des personnes dans un cabinet. On crée de la confiance et après, le prix augmente. Maj, moi, j'ai créé cette société en la pensant autrement parce que j'ai voulu répondre à des problématiques que j'avais, donc notamment celle-là. Et donc, on a 2 offres. C'est une offre dite limitée qui coûte 1 900 € par mois. Ça fait 7 900 dirhams. Cette offre, elle permet de traiter en illimité la comptabilité d'une société, mais elle exclut la TVA locale. Ça veut dire que tu n'as pas à gérer cette gestion de TVA trimestrielle, des déclarations et autres. Et donc, elle est parfaite pour quiconque est installé aux Émirats, vend par exemple en ligne en France. Donc ça, c'est 1 900 € par mois, cette offre-là. Par an. 1 900 € Elle comprend par an. toutes les obligations. Tout. Enregistrement à l'impôt. Avec la TVA incluse. Sans la TVA non, sans la locale. TVA locale, mais tout Exactement. est inclus. Pour Oui. 1 900 € par an. Exactement. Ok. Et ensuite, tu as une offre qu'on appelle l'offre illimitée. Celle-ci comprend la comptabilité et la partie fiscale également, mais comprend la TVA locale. Et donc, il y a un delta de 1 000 €. C'est plus cher de 1 000 € parce qu'en fait, tu as un travail supplémentaire en tant que comptable. Tous les 3 mois, tu dois faire une déclaration en fait, de TVA avec la balance. Et donc, ça nous demande plus de travail. Donc, c'est 11 700 dirhams l'année, ce qui fait 2 900 €. Et en fait, je n'ai pas d'autres tarifs. Ce qui veut dire que la personne qui vient aujourd'hui chez Maj et me dit, voilà, moi je suis dans l'e-commerce, j'ai 3 millions de factures par mois, et elle connaît déjà à l'avance son coût annuel. Ce qui est excellent. Ce qui est génial. Et alors, pour une personne qui me dit, j'ai 2 factures, oui, pour elle, ça coûte plus cher. Mais alors, je vais lui dire, fais ta comptabilité toi-même. Mais par contre, ça te donne un petit peu l'idée du conseil. Et pourquoi je fais ça ? Parce que la question première, justement, des gens qui s'expatrient, c'est de se dire, j'ai besoin à l'avance de savoir combien ça va me coûter, j'ai besoin de faire un budget. Et donc, c'est un moyen de les sécuriser. Parce qu'en fait, ils ont un coût, ça va être la comptabilité. Donc, au plus, ça va vous coûter 2 900 € par an. Au plus, vous allez avoir une licence à payer. Donc, ça peut être au minimum 3 000 €. Au maximum, ça peut être jusqu'à même 15 000 €. Il y a aujourd'hui des zones aux Émirats où, si on me dit, moi, je veux que ma société soit enregistrée dans telle zone de Dubaï parce que c'est sexy, j'ai envie d'y avoir et tout, ça peut te coûter 15 000 € par an, la même licence. Le moins sexy, 3 000 € par an. Le plus sexy, jusqu'à 15 000 € par an. Exactement. Okay. Et ça s'explique par, en fait, des zones. Alors, je vais te donner deux choses. Par exemple, pour ceux qui connaissent Dubaï, derrière la marina, tu as un quartier qui s'appelle JLT. Et en fait, ici, c'est un quartier, donc c'est une free zone qui s'appelle DMCC. Et donc, si demain, tu me dis, moi, je veux faire un petit shop, un restaurant dans cette free zone, eh bien, le prix de ta licence, juste ton droit d'exercer, ça va être de 10 à 15 000 € par an. Donc, on voit qu'une personne qui peut-être travaille dans le e-commerce n'a aucun intérêt à aller faire sa société ici parce que ça va lui faire une très grosse charge annuelle, alors que aucune nécessité de faire ça. Et là aussi, pour le delta entre 3 000 et 15 000 €, ça s'explique également par le fait que tu as d'autres émirats que Dubaï qui essayent d'attirer des gens dans leur émirat. Et donc, ils mettent en place des tarifs moins chers en se disant, je vais attirer des gens dans mon émirat, des investisseurs. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut trouver effectivement des licences 20, 30, 50% moins chères. Ok. Donc, si je récapitule et j'ai bien compris tous tes conseils, donc numéro 1, prévoir environ 3 000 € pour la création de la société. Ouais. Et numéro 2, 2 formules pour l'aspect comptabilité, 1 900 € par an versus 2 900 € par an. Donc, si on a un gros business, ça va être plutôt 2 900 € par an. On a tout qui est inclus, comme ça, on sait que tout est parfaitement bien réalisé. Et si en revanche, on a un business qui est un peu plus modeste, eh bien 1 900 € par an, donc environ 6 000
euros vis-à-vis C'est ça. des frais de gestion liés à la société, donc environ 500 euros par Il y mois. a une si on veut enveloppe entre 5 000 et 10 000 euros. Voilà, entre 5 à 10 000. et 10 000 euros par an en fonction de sa structuration et ses besoins. Ok. Mm. Vis-à-vis de la fiscalité, donc, si j'ai bien compris, sur les revenus personnels, c'est zéro, nothing, nada. Exactement. Donc, ça veut dire que j'imagine, logiquement, les gens se versent, entre guillemets, des gros revenus personnels. Oui, aujourd'hui. Je précise aujourd'hui parce que c'est pas légiféré. Par contre, on est dans une période de première déclaration fiscale. Donc, beaucoup de choses vont être, à mon avis, vont évoluer. Et donc, ça, c'est pas certain que ça dure indéfiniment. Ce qui est logique. Il n'y aura pas parce d'impôt. que, manière hyper pragmatique, si tu fais 500 000 euros de bénéfices, bah, tu te dis, je vais me verser peut-être 300 000 euros de revenus personnels. Ouais. Ensuite, donc, il reste 200 000 euros. Sauf erreur de ma part, on a une franchise de 375 000 AED, donc environ 95 000 à 100 000 euros pour l'aspect société. Et ensuite, on paye 9% en plus pour l'excédent. Oui, c'est ça. Après, il y a d'autres choses. Aujourd'hui, tu as encore des formes d'exonération. Par exemple, si tu avais fait 500 000 euros, alors là, on parle en bénéfice, mais si ça avait été du revenu pur en chiffre d'affaires, il y a une exonération en dessous de 3 millions de dirhams. Donc, c'est 700 000 euros de chiffre d'affaires. En dessous de 700 000 euros de chiffre d'affaires, c'est zéro aussi ? Oui, tu as certaines... D'accord. Ouais. Donc, tu as certaines... En fait, ils essayent d'aider au plus les SMI, petites et moyennes entreprises. Je pense que dans l'idée... De 0 à 700 000 euros de chiffre d'affaires par an ? Si tu fais Zéro. moins aujourd'hui, c'est le cas. C'est une mesure qui s'appelle le Small Business Relief. Donc, en dessous de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires annuel, tu as une exonération totale. Tu y prétends. Et ça, c'est une mesure exceptionnelle, en tout cas, qui a été mise en place, qui est valable pendant 3 ans à partir du lancement de l'impôt. Donc ça, c'est une mesure qui est... Et ça, c'est pendant 3 ans ? Pendant 3 ans, Ok. pour le moment. Je dis ça parce que, admettons, quelqu'un qui il se débrouille de faire un peu moins de 700 000 euros, Oui. il a quand même un bénéfice, on va faire très simple, 400 000 euros. Il fait 680 000 euros de chiffre d'affaires. Oui. Évidemment, il ne paye pas de taxes et ça, c'est quand même Ouais. un gros aspect positif dans son démarrage d'expatriation ici. Écoute, moi, ce que je pense, c'est que par rapport à l'impôt, il y a cet impôt, déjà, il a été mis en place stratégiquement. Je pense que c'est parce que les Émirats ont voulu montrer patte blanche à l'international, répondre à plein d'obligations en termes de contrer le quelconque fonds qui sont liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme. C'est des choses auxquelles on est habitué en Europe, mais en tout cas, les Émirats se sont mis à niveau. Il faut savoir que c'était un petit peu le Far West. Il y a encore 3 ans, la plupart des entrepreneurs ne tenaient même pas de comptabilité. C'était le Far West. C'était en mode LLC États-Unis, mais version plus poussée, extrême. L'extrême. Et donc, ils se sont mis à niveau, et très rapidement, je pense, parce qu'ils ont eu, en tout cas, ils ont eu peur ils ont été mis sur des listes grises et autres à l'international. Donc, l'idée, c'est qu'ils avaient l'obligation rapidement de fluidifier les flux entrants d'argent vers les Émirats, parce que ce pays se construit grâce à ces flux. C'est les gens... ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt des Émirats de taxer. Aujourd'hui, ça fait quand même partie de l'ADN des Émirats arabes unis d'avoir attiré des investisseurs par une non-taxation également, et aussi parce que derrière ces fonds, une fois aux Émirats, ils sont réinvestis dans le marché immobilier notamment, qui est en majorité détenu aussi par l'État, qui est actionnaire dans plein de groupes ici. Une personne qui vient vivre aux Émirats, alors elle n'a pas d'impôt, mais elle a des frais cachés, il faut le savoir. Ces frais cachés qui peuvent, en tout cas quand je dis frais cachés, attention, il ne faut pas le voir de façon mauvaise, c'est que par exemple, on va payer Internet. Si le groupe il est détenu en partie par l'État, c'est un impôt. C'est, en fait, si on nous prend 50 euros là, 50 euros là, 50 euros là, on n'a pas d'impôt, mais indirectement, l'État se rémunère. C'est là que je veux revenir. Donc, il y a un autre modèle économique. Et donc, les Émirats n'ont pas je pense, cette ambition de vouloir absolument taxer. Ils ont été obligés de le faire. Si ça dépendait qu'eux, j'imagine qu'ils n'auraient jamais mis la taxe à 9% au-delà de 375 000 dirhams de bénéfices. Oui, et je pense qu'en fait, s'il y a une évolution quelconque, encore une fois, au niveau de l'imposition, ça sera pour des raisons de négociation internationale ou autre. Politique. Mais voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est pas dans leur intérêt. Et voilà. Et concernant la société, par exemple, en France, SARL, EURL, SAS, etc. En Estonie, c'est OU. Okay. Donc ici, c'est
DMCC, c'est quoi un peu le sigle, l'équivalent d'une SAS, URL, SARL? Comment, ou par exemple, États-Unis, LLC, Ouais. UK, LLP. C'est pareil, tu as une LLC, donc une société à responsabilité limitée. Donc, dans tes conditions générales de vente, le nom de la société, ça se termine par LLC. Pas obligatoirement. En fonction de la société où elle sera enregistrée, tu as par exemple beaucoup de free zones aux Émirats. Donc, tu as 45 lieux où tu peux enregistrer en fait, une société. Et en fonction de où est enregistrée ta société, ça pourrait très bien être une FZC, FZCO, FZE, etc. Et donc, ça dépend effectivement de la forme de la société. Ok. Mais Donc, du coup, il y a quand même plein de possibilités. Une FZC, si tu veux, c'est une LLC, sauf qu'elle a été enregistrée en free zone dans une autorité, une juridiction en fait qui est autre que. Alors ça serait peut-être complexe à expliquer. Nous on le fait avec Maj. Quand on nous approche, on a une sorte de En gros, qu'est-ce qui est écrit sur la facture, si je dois résumer? Ah oui, donc en tout cas, tu as une. On mettrait LLC. Tu pourrais mettre LLC. C'est pas une obligation. Ok. Ça Mais on dépend peut aussi quoi. ne rien mettre. Par exemple, si je m'appelle, voilà, je fais mon exemple personnel, Oui. même si elle ne s'appelle pas comme ça ma société, mais je suis spécialiste des tunnels de vente pour les entrepreneurs. Oui. Donc, je pourrais appeler ma société aux Émirats tunnel de vente LLC. Ou tunnel de vente et les sigles que tu m'as évoqués. Oui, c'est surtout, en fait, c'est pas toi qui aurais la décision de ce suffixe, entre guillemets, mais c'est plus en fonction de où est enregistrée ta société et quelle est ta forme juridique. Donc en fait, toi, ta société s'appellerait Tunnel de vente. Ça, c'est le nom que tu vas donner. Elle pourrait avoir un autre nom commercial. Elle pourrait s'appeler Tunnel. Et comme Maj, moi aujourd'hui, c'est Maj Corporate Service Provider LLC. Ça, c'est ma forme juridique. Et aujourd'hui, Maj, c'est mon nom commercial. Et après, sur le nom pourrait très bien être avec un autre suffixe en fonction d'où est enregistrée la société et de sa structuration qui peut être différente si elle est en free zone. Ok, c'est une formalité. Hein. C'est, entre guillemets, c'est pas quelque chose. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que tu as différentes formes de société et qu'aujourd'hui, principalement, on se concentre sur de la LLC, sur de l'équivalent de la LLC, donc de la société à responsabilité limitée. C'est le truc qu'on retrouve à l'international aujourd'hui. Et, ouais. Merci Maxime. Donc je récapitule les 2 premiers piliers, puis ensuite on va enchaîner au 3e pilier vis-à-vis de la résidence. Donc premier pilier, appartement. 2e pilier, création de société. Avant de passer au 3e pilier sur la résidence, il y a un petit élément qui m'est revenu en tête et j'ai entendu différents sons de cloche par rapport à ça, donc tu vas pouvoir me partager le retour d'expérience. Est-ce qu'on doit systématiquement payer un an de loyer en avance ici à Dubaï ou à l'inverse, que j'ai entendu les 2 versions? Non, ça se négocie, donc ça peut être soit par trimestre, soit ça peut être quand même au mois, comme c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde et plus spécifiquement en Europe. Quelle est la tendance à Dubaï pour quelqu'un qui souhaite s'expatrier? Est-ce que réellement 70, 80, 90% du temps, il doit payer un an de loyer d'avance? Est-ce qu'à l'inverse, ça se négocie et une fois qu'on a payé un an et qu'on veut rester plusieurs années, est-ce qu'on doit à nouveau repayer voilà. C'est une légende, mais qui paraît totalement logique. Enfin, mais pourquoi? Mais qui a un an de loyer de capital sur son compte prêt à prendre un appartement? Et il faut que ça cesse parce que concrètement, c'est un vrai frein à l'expatriation. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non en France, c'est un environnement qui est anxiogène pour plein de personnes. Alors qu'ils partent, quelle que soit la destination, de partout, ça sera très certainement aujourd'hui plus favorable, ne serait-ce que trouver un nouvel environnement, voir autre chose. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que non, et c'est toujours les mêmes émissions à la con. Donc un an de loyer de l'avance, légende. Je l'entends toujours par M6 aujourd'hui, par les émissions de, comment ça s'appelle, Enquête exclusive, etc., qui répètent à chaque fois ce truc de vous êtes obligé de payer un an de loyer aux Émirats. Je ne sais pas alors, s'ils l'ont vu sur Google en tapant un truc d'SEO qui date d'il y a 25 ans, mais il faut qu'ils arrêtent avec ça parce que vraiment, pour moi, c'est un frein. Une personne qui, aujourd'hui, le grand public, le jeune, il a 20 ans, il regarde ça, c'est clair qu'il ne va jamais s'expatrier parce que concrètement, il va penser qu'il va devoir mettre 20 000 € d'un coup. Donc, ce n'est pas le cas. Aux Émirats, en fait, non. Tu payes ton loyer. En fait, lorsque tu deviens un résident, tu vas pouvoir ouvrir un compte bancaire personnel. Qui dit compte bancaire personnel dit avoir un chéquier. Et le chéquier, en fait, tu vas donner donc un nombre de chèques pour pouvoir payer ton appartement. Mais donc tu t'engages sur le paiement. Tu as un contrat d'1 an. Ça, par contre, on est engagé quoi qu'il arrive d'1 an. Exactement. Tu peux avoir un contrat de 6 mois, un contrat peu importe. Hein. Donc, tu as un contrat annuel. Et ce contrat annuel, eh bien, ensuite, à toi de payer donc effectivement un chèque, 2 chèques, 4 chèques, 6 chèques. Et oui, évidemment, c'est une manière de négocier son loyer que de payer en 1 fois ou en 2 fois, en 4 fois ou autre. Mais c'est à la discrétion de chaque personne.
C'est-à-dire que ce ne sera jamais l'attente d'un propriétaire de dire je vais te payer en une fois. C'est toi, si tu as de l'argent, imaginons que tu es millionnaire, tu arrives, je pense que c'est la même chose en France. Si tu dis à la personne je te paye en une fois, et 12 mois, quelle ristourne tu peux me faire? Ce qui est logique, c'est ce qui est complètement logique, le commerce. S'il n'est pas qu'à Dubaï. Et en fait, voilà. Donc non, c'est pas le cas. Moi, j'ai pour habitude de toujours payer par mois. Je sais pas en 2 fois ou en 4 fois, mais j'ai du capital aujourd'hui. Et donc, tu donnes des chèques et qui sont prélevés à la date. Ça, par contre, c'est systématiquement via des chèques. On ne peut pas faire via des virements bancaires. Non, parce que c'est une sorte un petit peu de on peut pas. C'est assez marrant, ça. Donc, tu donnes au proprio X chèques et lui les encaisse soit chaque mois, chaque trimestre ou tous les 2 mois en fonction du deal qu'on s'est évoqué ensemble. En fait, aux Émirats, tu n'as pas de système de prélèvement automatique. Tu ne peux pas signer du prélèvement automatique, ce qui est un frein d'ailleurs dans certains business, pour du commerce local, j'entends. Et donc, tu ne pourrais pas être contraint quand te prend ton argent au bout de 6 mois parce que tu as un contrat quelconque ou autre. Donc, d'où le fait que ce chèque fait office de caution. Et entre guillemets, si tu ne payes pas, ce chèque vaut de l'argent. Entre guillemets, on va pouvoir aller à la police demain et dire on me donne de l'argent, on s'est engagé avec moi, on ne me paye pas. Alors ici, d'ailleurs, c'est beaucoup plus strict en matière immobilier, puisqu'une personne qui ne paye pas, je pense qu'elle va peut-être avoir 1 mois où on va... Puis après, on va faire toc, toc, toc à sa porte. Et elle est mise dehors, mais vraiment. Ciao, hasta la vista. Okay. Donc du coup, ça, on pourra en parler. Internet et électricité... C'est dur ici. Tu vas pouvoir me le dire juste après, mais Internet et électricité, c'est aussi avec des chèques. On n'est pas non. Non, là, on peut automatiser avec un virement, avec un prélèvement automatique. Oui, effectivement. Là, ça commence à me faire peur, à me dire on est arriéré là. Ouais, mais je crois que c'est jamais même... En tout cas, c'est une bonne question par rapport à Internet. Moi, je sais que il n'y a pas longtemps, je l'ai fait, ce truc de prélèvement. Je me demande s'il ne faut pas quand même valider... Il y aurait quelque chose à valider, entre guillemets. Okay. Ouais. Alors, tu nous as mis un élément croustillant. Comment se déroule, si tu as eu des expériences, une arrestation ou alors quelqu'un qui ne paye pas son loyer, qui dit je vais mettre une douille au propriétaire. Qu'est-ce qu'il a comme sanction? Comment ça se passe exactement, si tu sais un petit peu le déroulement? Alors, j'ai pas le déroulement exact. Ce que je peux dire, c'est que c'est un pays qui est régi par des lois qui sont un petit peu les mêmes qu'ailleurs, mais surtout, en fait... Elles sont respectées, donc ça, je kiffe. Respectées. C'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as pas de vol, tu n'as pas de truc. Le fait de voler de l'argent, aujourd'hui, est considéré vraiment comme une faute aux Émirats. C'est pas comme c'est très, très grave. C'est pas comme en France, on dit « Mon pauvre petit ». Oui, c'est ça. Effectivement, c'est grave. Et donc, c'est un environnement où il faut faire plus attention et qui demande beaucoup plus de responsabilité par chacun. Concrètement, effectivement, ici, je sais pas, je conseillerais à personne de... je sais pas moi, prendre quelque chose qui ne peut pas payer ou de voler quelque chose. Il se retrouve vraiment dans la merde. Il se retrouve en tôle. Alors, je pense pas qu'il se retrouve vraiment dans la merde pour une raison, encore une fois, parce que les Émirats, si on se met dans leur tête, en tout cas Dubaï, je précise, dans leur intérêt, c'est d'avoir des gens qui viennent y vivre. Donc ça, j'exclus ce truc de on coupe la main, etc. C'est un mauvais délire. Je sais même pas si ça existe, mais ce que je peux vous dire, c'est que non, ça n'existe pas, tout simplement parce qu'en fait, il suffit de se mettre à la place de la personne et de ses intérêts. Les Émirats aujourd'hui, si demain il y avait une main coupée, je ne sais pas qui c'est qui va venir vivre aux Émirats, et aujourd'hui, c'est le plus grand flux migratoire de millionnaires, il est vers les Émirats. Donc non, ce que les gens risquent très clairement, je pense que s'il y a un non-respect des règles établies déjà ici, c'est d'être mis à la porte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme s'ils étaient très nationalistes, en mode je veux que vous respectez les règles. Une personne qui, par exemple, se bagarre, un jeune, il est en boîte de nuit, se bagarre ici, alors peut-être qu'il va être arrêté, effectivement, on va l'emmener au poste, mais ce qui risque surtout, c'est un retour à l'aéroport et d'être tout simplement blacklisté. Exclu définitivement. Il ne pourra plus jamais revenir aux Émirats. Okay. Exactement. Donc voilà, déjà, ça, c'est le premier risque aujourd'hui. Je rassure les gens. Sauf évidemment, encore une fois, des choses graves. Il n'y a pas de drogue ici, il n'y a pas de trucs et autres. Et encore une fois, il y a quelque chose qu'il faut respecter. Mais je préfère rassurer des personnes sur le fait que le premier stade, je pense que c'est que la personne est mise en fait en dehors des Émirats Arabes Unis, elle est blacklistée. Ensuite, il y a un engagement, c'est financier. Et effectivement, ici, par exemple, on doit payer ce qu'on doit. Donc, il faut être très prudent avec ça. Oui, on rigole pas. Si on fait un investissement immobilier et qu'on n'est pas en mesure de le payer en intégralité parce qu'on a fait un achat sur plan sur plusieurs années et qu'ensuite,
pour X, Y, Z raison, on n'a 100%. plus les fonds, Ouais. le bien, ciao, hasta la vista, est repris après, faut par le le revendre. promoteur. Bon, il y a toujours des trucs de revente et tout. Il y a encore des cas extrêmes mais que moi, j'ai pas connus. Mais il paraît qu'à l'époque, il y a eu des gens, effectivement, qui avaient pris plein de crédits, qui se sont retrouvés à tout laisser derrière eux, à quitter les Émirats parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Ça a existé. Par contre, il y a eu aussi d'autres choses dans l'autre sens. Les Émirats se sont aussi beaucoup fait avoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un système bancaire où, à mon avis, des gens empruntaient, les fonds partaient à l'étranger, la personne disparaissait. Bon, voilà, tu avais pris ton million et puis c'était merci, au revoir. Donc je pense qu'ils se sont surtout fait beaucoup avoir et qu'ils ont cette envie de se protéger. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai emprunté, j'ai un appartement immobilier, un appart que j'ai acheté. Et donc, ma banque m'a fait signer un chèque de le montant total, intérêt compris, qu'ils peuvent, en cas de non-paiement de mes mensualités, imaginons que je ne paye plus mes mensualités, je m'enfuis, j'en sais rien, quelconque raison, ils peuvent aller demain voir la police, l'État, et dire cette personne-là nous doit ça. Donc c'est une manière de te bloquer et que tu sois, on va dire... et après, tu es recherché plus ou moins internationalement, parce que si tu n'as vraiment pas l'argent, tu peux quand même pas payer malgré qu'ils ont quand même ton chèque. Et c'est juste que tu es dans la... déjà, numéro 1, tu pourras plus jamais revenir dans le pays. Et numéro 2, j'imagine qu'ensuite, tu es peut-être plus ou moins fliqué avec ton passeport à l'international et tu peux avoir un challenge. Ça, je ne sais pas exactement quels sont après à l'international, mais c'est vrai que voilà, c'est ça. On ne va pas expérimenter, mais... On n'a pas ça en France, en tout cas. Quand tu signes ton crédit, tu ne signes pas un chèque de... Si tu prends un truc à 1 million, un chèque avec tous les intérêts compris, donc ton chèque à 2 millions, où tu te dis, vous ne payez pas un jour, on a déjà le chèque à 2 millions, il faudra... Vous nous payer quoi qu'il arrive, je comprends. Donc c'est là vraiment une mentalité, voilà. Maintenant, au-delà de ça, encore une fois, on parle d'extrême. La vie au quotidien est safe et peut être même c'est trop safe. Troisième pilier, la résidence. Donc comment ça se passe exactement? Donc si on récapitule, donc on prend son logement. Une fois qu'on a pris son logement, on va créer sa société. Donc là, on va prévoir entre 5 000 à 10 000 euros de frais annuels pour création de société, comptabilité, taxes, pour que tout soit parfait. Et ensuite, vous l'avez compris, vous avez donc 0% d'impôt sur les revenus personnels et vous avez donc 9% d'impôt sur les sociétés avec une franchise de 375 000 dirhams. Et si vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 700 000 euros par an, là aussi, vous avez une franchise où vous ne payez pas d'impôt. Vis-à-vis de la résidence, est-ce qu'on reçoit, alors elle doit être dans mon sac, mais j'ai ma petite résidence estonienne. Est-ce que pareil, on a une petite carte de résident? Si oui, est-ce qu'on l'obtient en 1 mois, 2 mois, 3 mois? En Estonie, ça peut être en 48 heures chrono avec un service express de 20-25 euros. Partage-nous les étapes et le processus pour obtenir officiellement sa carte de résident ici. Écoute, nous, en fait, la carte de résident, c'est effectivement une des dernières étapes lorsque tu deviens résident parce qu'elle te donne un vrai accès à tout ce que les Émirats peuvent t'offrir. Ouvrir un compte bancaire personnel, échanger son permis de son pays d'origine vers un permis local, donc avoir des points ici pour pouvoir conduire avec un permis local. Et cette carte, elle s'obtient assez rapidement. Il y a deux, on va dire, étapes en présentiel. C'est une visite médicale. Avec une prise, on va dire une prise de sang pour toujours vérifier des maladies infectieuses et autres, et un scanner des poumons. Et ensuite, c'est un scanner des poumons. Et avec ces deux étapes-là, on reçoit sa carte de résidence. On va dire qu'en fonction d'où est entrée sa société... Tu as un check-up de l'intégralité de ton corps et de ta santé pour savoir si tu es en bonne santé. Complètement. Alors la petite parenthèse, nous on a peut-être à plus de 2000 personnes accompagnées aujourd'hui. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui n'était pas fit. Quand je dis fit, c'est quand son résultat médical. Donc tu as eu 2000 personnes que tu as accompagnées. Est-ce que tu as eu des gens dans les 2000 personnes qui avaient soit diabète, cholestérol, hypertension? Ah ça sûrement, mais en tout cas mais pas de maladie grave. Là, on parle uniquement de... cancer. Cancer peut-être malheureusement, mais c'est plus le sida, c'est des maladies qui se transmettent. C'est uniquement sur des maladies qui se transmettent. Et c'est pour ça qu'il y a une vérification qui est faite. Donc sur les 2000 personnes que vous avez accompagnées, les 2000, donc on touche du bois. C'est pour tout le monde, mais c'est jamais arrivé. Excellent. Ça aurait été malaisant, mais ouais. Ok. Donc, pour résumer, check-up de la santé, tu as dit la deuxième chose, c'est
Bon, c'est à peu près tout. Après, ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend de où est enregistrée sa société. Par exemple, on parlait de divers émirats. Et selon où on enregistre sa société, certains émirats sont beaucoup plus lents d'un point de vue administratif. Ils essaient de concurrencer Dubaï. Dubaï, il y a une machine aujourd'hui. Ils font des plusieurs milliers de sociétés au mois. Et là où d'autres émirats, peut-être en font 10 fois moins. Donc, ils essayent d'être bons. Mais... Donc, si on est pressé, globalement, entre l'appartement, création de la société et la carte de résidence, on peut, si on est organisé, le réaliser en 30 jours. Oui, complètement. Ouais, donc c'est quand même relativement rapide, c'est appréciable, rien à voir par exemple au système français où tout est lent. Oui, non, de toute façon, il n'y a rien qui est comparable au système français d'un point de vue administratif aujourd'hui. Ils sont vraiment en avance, mais dans l'extrême. Concrètement, renouveler ton permis de conduire, c'est 6 secondes. C'est une application, tout est fait pour être facile et pensé pour l'être. Donc pour ça, c'est cool. Merci Maxime. Donc je récapitule. Premier pilier, logement. Second pilier, création de société. Troisième pilier, carte de résidence. Donc quatrième pilier d'une expatriation réussie, ce sont les banques. Donc compte bancaire professionnel, compte bancaire personnel. Oui. Là aussi, je vais te demander s'il y a quelques légendes. Donc j'ai pu entendre régulièrement que des personnes qui souhaitaient soit envoyer des fonds à Dubaï avaient des difficultés. Donc typiquement, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, CIC, quelqu'un qui veut faire un virement sur un compte dubaïote, ça peut être complexe. Est-ce que tu confirmes ou non? C'est quoi les banques principales? Par exemple, en Estonie, on a 4 banques principales. Swedbank, LHV, Luminor, SEB. Ouais. Donc personnellement, je suis dans 3 des 4 banques. Donc Swedbank, Luminor. C'est là où on voit les bons entrepreneurs. Toujours plusieurs banques. Voilà. Et pour la partie perso que tu dois certainement connaître, donc je suis chez N26, Revolut, Bunk et Swedbank également. Et même LHV, bon, que j'utilise que en pro. Donc, est-ce que tu peux nous partager quelles sont les banques pour les comptes bancaires professionnels et personnels que tu vois quand on est ici à Dubaï pour que tout se passe bien pour soi? Ouais. Écoute, il y a plusieurs banques principalement locales. Pour n'en citer que quelques-unes, tu as la Commercial Bank of Dubai, tu as ENBD, qui est une banque en partie étatique, RAK Bank, et j'en passe, Mashrek, etc. Je vais être très honnête avec toi, la partie bancaire, c'est pas le point, on va dire, le plus positif des Émirats Arabes Unis, mais ça s'explique aussi parce qu'en fait, la majorité de la main-d'œuvre en banque aujourd'hui est indienne. Et en fait, les Indiens, je les adore. Alors attention, hein, les Indiens, je vous adore pour plein de choses. Et c'est pas pour rien que les plus grands CEO de ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'Indiens parce qu'ils sont très structurés et autres. Mais ils ont surtout d'autres manières de penser. Et c'est pas les meilleurs dans tu sais, cette facilité d'utilisation d'un produit digital. Eux, c'est très aussi case A plus B égale C. Si tu rentres pas dans la case B, t'es pas dans C. Très compliqué de travailler avec les Indiens et malheureusement, c'est eux qui aujourd'hui travaillent dans les banques. Donc, là où je veux en venir, première chose, c'est la relation avec votre conseiller bancaire ne sera pas bonne aux Émirats. Ça, c'est un fait. Concrètement, vous n'allez pas appeler votre banquier, parler pendant 1 heure et lui demander des conseils. C'est pas vrai. Ça ne sera pas ça. Et pareil, communiquer par WhatsApp, c'est vrai ou c'est rare? Oui, beaucoup. À Dubaï, ça se fait énormément. Tout se fait par WhatsApp. D'ailleurs, pour tout et n'importe quoi, tu vas acheter une voiture, j'en sais rien, on donne ton WhatsApp. Tout se passe par WhatsApp. Par contre, au niveau de la banque, vraiment, il y a un problème de communication entre ces personnes aujourd'hui qui, encore une fois, sont d'une autre culture, voient les choses différemment, n'osent pas dire non. Donc ça, on ne pourra pas l'enlever. Et malheureusement, avant que ça évolue, ou quelqu'un se dit je fais une banque en ayant des frais 5 fois plus importants parce que j'y mets des personnes d'une autre culture qui acceptent d'être payées peut-être avec un autre truc. Je ne sais pas si ça sera demain. Par contre, il y a aussi des banques qui ont ouvert des néobanques qui fonctionnent très bien, des concurrents par exemple de Revolut. Donc il y a une néobanque qui s'appelle Vio. Vio, c'est une interface qui met des gifles à Revolut. Et c'est un produit local. Ça s'écrit comment? J'ai jamais entendu. Vio, W-I-O. WIO, ok. Ouais. Et ça, c'est excellent. Compte bancaire pro et perso. Parce que tu n'as pas de lien avec le customer client. C'est-à-dire que concrètement, encore une fois, tant que tu n'as pas à parler avec un banquier au téléphone, tout se passe bien. Mais dans l'interface et dans l'utilisation, c'est encore mieux que Revolut. C'est-à-dire qu'ils ont mis la barre haute, ils ont investi pour avoir un produit très facile. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs ce qu'on va conseiller à 100% des cas, une personne qui crée sa société. On va lui dire en premier, ouvre déjà ce compte. Un peu comme si on te disait, prends un Revolut,
Puis après, on verra pour prendre. Et c'est un IBAN en euros qu'on peut avoir, ou c'est un IBAN en quelle Tu peux avoir un devise? IBAN en euros, tu peux toujours avoir un IBAN en euros, en dollars aux Émirats. Tu peux même négocier d'autres devises, mais ça concerne des personnes avec voilà, une activité du trading à l'international avec des flux importants ou autres. Mais en premier, donc, tu as ton dirham et tu peux avoir un IBAN en euros et en dollars. Alors ensuite, sur le problème des flux financiers, ça, je peux t'en parler parce qu'aujourd'hui, moi, quasiment, je sais pas moi, 70% de mes flux proviennent de ces pays de la France et autres. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne des personnes qui sont en France, en Belgique, au Canada, peu importe, et lorsqu'ils démarrent leur démarche, ils me payent depuis leur pays. Donc déjà, premier truc, les flux fonctionnent, sinon ma marge ne serait pas mal aujourd'hui. Je n'aurais pas reçu de paiement pour lancer des démarches, donc les flux fonctionnent très bien. Par contre, là où ça peut bloquer, effectivement, tu as des comptes dans des banques que tu as citées qui sont configurés pour ne faire des transferts uniquement dans la zone CEPA, en Europe. Complètement. Donc, si tu as un compte bancaire que tu ouvres qui ne peut payer que en zone Europe, et bien effectivement, si tu as un client, une personne voilà, qui veut acheter tes services et qui son compte en banque est configuré pour ne pouvoir faire un virement que en CEPA, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que ça peut être outrepassé? Alors déjà, ce n'est pas une majorité, encore une fois, mais est-ce que ça peut être outrepassé? Oui, via des outils en ligne et qui peuvent avoir plusieurs, on va dire, fonctionnalités et utilités. Le premier, par exemple, ça peut être Wise. Wise, c'est un facilitateur de flux financiers international. Il réduit tes coûts de conversion. Et une personne qui est en France peut très bien payer dans un autre pays. Et en fait, il y a un petit système, un petit schmilblick, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme si, plutôt que de payer directement les Émirats, ça permet de payer Wise, qui est au Luxembourg. Et Wise, avec sa filiale, va pouvoir payer la société aux Émirats Arabes Unis directement. Donc il y a un double intérêt, il y a un gain de temps, parce qu'un transfert international, souvent, ça peut prendre 2, 3, 4 jours. Donc là, c'est quasiment instantané, le jour même. Et il y a aussi un intérêt, c'est de réduire ses coûts de conversion de taux de change. et de taux de change. Donc ça, c'est super. Ensuite, est-ce que je vois d'autres choses Donc si on récapitule, quelqu'un qui aurait besoin d'envoyer donc 100 000 euros, on va faire très simple, admettons il est au Crédit Agricole, Oui. 100 000 euros sur Wise, là où on a un IBAN Luxembourg ou IBAN Europe, peut-être même un IBAN en FR, Ouais. et ensuite depuis Wise, on envoie l'argent directement sur le compte bancaire Dubaïot. C'est ça. En fait, Wise agit comme Avec un pont. taux de change Oui. extrêmement faible. Wise agit comme Je crois un que c'est moins pont. de 1% du marché avec le taux réel. T'as à peu près. Donc si ouais. tu envoies 100 000, t'as le taux de change du marché en temps réel Oui. avec moins de 1% de frais. Il me semble aussi. Et en tout cas, c'est une option. Et après, si tu as des petites choses qui sont dans la défaveur de Dubaï, par exemple, tu as Stripe. Stripe aujourd'hui, donc c'est l'outil majoritairement utilisé parce que ça se connecte partout, c'est facile. On adore Stripe parce qu'on se connecte, le jour même son compte est limite accepté, on peut commencer à travailler. Par contre, tu as une obligation de connecter ton compte en dirham. Donc là, si tu veux voir un vrai petit défaut par rapport à Dubaï, il est là. Il est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a été négocié, cette chose-là, parce qu'il pourrait très bien faire en sorte qu'on connecte notre IBAN en euros. Donc lorsque moi aujourd'hui, je suis à Dubaï, je t'encaisse 1 000 euros, eh bien, j'ai un problème, c'est qu'on m'oblige à connecter mon IBAN en dirham. Donc, et sur ton compte Stripe, est-ce que tu reçois 1 000 euros moins la commission ou tu reçois en dirham? Alors, le truc, c'est Donc, on surtout a que je reçois de l'euro, mais par c'est de contre, l'euro. on va avoir une conversion automatisée De mettre de Stripe pour pouvoir l'envoyer sur le compte. Exactement. Ouais. Donc, en fait, on m'oblige à convertir mes fonds. Et là où c'est d'autant plus, j'ai envie de dire, frustrant, c'est parce que je peux aussi, moi, me dire, ces fonds-là, j'aimerais peut-être les réinvestir en euros. Donc, j'ai une première conversion qui a été faite en dirham. On m'a peut-être pris 1%, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on a négocié avec Stripe. Et derrière, il va falloir que je puisse les reconvertir en euros pour dépenser. Je me retrouve par exemple en vacances en Europe pendant un mois, je vais vouloir dépenser en euros. Donc ça, c'est en tout cas le point négatif principal aujourd'hui, c'est ça. On a du mal à le contrer. Il y a une société quelconque qui voudrait aujourd'hui concurrencer Stripe et qui pourrait résoudre ce problème-là. Elle ne va pas être aussi facile d'utilisation, des KYC aussi performants que Stripe qui permettent de lancer le truc en une journée. Donc, c'est ça, c'est, je pense, le défaut principal. Au-delà des flux, les flux, non, je n'irai pas dire qu'il y a des problèmes pour payer Dubaï. Dubaï ne serait pas Dubaï aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as un flux entrant de fonds, tu vois, cette croissance du marché immobilier, etc. C'est que l'argent rentre
et qu'il n'y a pas de problème pour faire entrer de l'argent à Dubaï. Si c'était le cas, il n'y aurait pas une telle évolution de marché. Donc ça, je l'exclus. Je l'ai vu, moi, peut-être à raison de 2 fois sur une année. Et ça s'explique toujours par des transferts de paiement qui sont, par exemple, de 10, 15, 20 000 euros, qui étaient, par exemple, pour payer Mage, et où, en fait, la banque peut venir te dire pourquoi vous envoyez cet argent. Pourquoi déjà, c'est mon argent. De quoi je me mêle, premièrement. Mais alors, tu vois que c'est peut-être pas... Et le fait que Dubaï avait été mis en zone grise de l'OCDE l'année dernière. Et donc, il y avait eu effectivement un moment donné où il y a eu cette chose-là qui s'est posée. C'était venu d'un transfert, en plus de ça, de la Suisse, exactement. Sans quoi, il n'y a pas eu il n'y a pas d'autre impact. Donc, le premier truc, c'est Stripe qui est embêtant par rapport à ça. Okay. Et dans l'exemple, si je reprends Stripe, la conversion, c'est quoi? 1%? Je crois que c'est 1%. Donc, ça veut dire que... Est-ce que les frais pris par Stripe sont aussi supérieurs qu'un Stripe France, Estonie ou je pense que à l'époque, j'avais un Stripe Hong Kong et les frais de Stripe Hong Kong, là, je parle des années 2015, tu vois, il y a un paquet d'années, c'était plus cher, les commissions. Et j'avais le taux de change que tu viens d'évoquer. Alors non, c'était un peu différent de toi parce que les gens payaient en euros, mais moi, je recevais en dollars hongkongais. Okay. Et ensuite, j'amenais directement sur HSBC Hong Kong à l'époque. Ouais, je vois. Par contre, et ça doit être le cas, c'est que en fonction du client, dans quelle banque il avait, si, admettons, il m'envoie 200 euros, le client était débité 205, 206, 207, 208. Donc, on avait souvent aussi du support dans mon activité de paris sportif en disant « J'ai payé 197, mais j'ai été débité 204,49 euros, par exemple. » Je sais pas, vois avec ta banque, qui est une banque en carton, qui t'a facturé, mais moi, c'était bien 197 euros. Donc, certes, est-ce que toi aussi, les gens qui te payent en CB, si vous avez la réponse, ça serait intéressant d'avoir votre retour vis-à-vis de Dubaï. Mais ça, c'est peut-être fort probable. Si la personne a une banque dinosaure, c'est possible que si elle paye 1000 euros, eh bien, comme c'est des dirhams, elle paye en euros, mais comme c'est un Stripe Dubaï, c'est possible qu'elle paye peut-être 1009 euros parce qu'elle a 9 euros de frais bancaires qui est lié à sa banque, comme logiquement, c'est un paiement si on configure le paiement en euros, c'est pas censé être le cas, mais à vérifier. Ouais. En tout cas, moi personnellement, tous les Stripes que j'ai eu qui étaient à l'étranger, ça dépendait. Même en UK, encore là, pour mon séminaire, quelqu'un qui avait payé 200 euros, il a été débité, je crois, 205 et quelques. Ça dépend. Si la personne est chez une Revolut N26, il n'a pas ce problème. Mais s'il est chez Crédit Mutuel, on va dire la Société Générale, etc., ça va dépendre de ce qu'il a, mais souvent c'est le cas. Et du coup, pour rapatrier l'argent, donc envoyer l'argent à Dubaï, on a compris que c'était fluide. Maintenant, j'ai de l'argent dirham. Donc typiquement, faire un exemple hyper simple. Ma société fonctionne. Ou encore, j'ai fait un investissement immobilier ici et je souhaite rapatrier de l'argent, donc sens inverse, dirham, des AED directement sur un LCL, par exemple. Je dirais tout aussi fluide. Après, tu as deux choses. C'est une reconversion en euros naturelle qui doit être effectuée. Je veux dire, la France ne va pas demander 150 000 papiers en disant il y a 100 000 euros qui débarquent des Émirats Arabes Unis. Mais alors, pas des Émirats Arabes Unis, du monde entier aujourd'hui, en fait. Mais ça, c'est une vérification tacite tout simplement de vérifier que les fonds ont été taxés à l'étranger. Mais ce n'est pas lié aux Émirats. C'est concrètement, effectivement, demain, si tu envoies 100 000 euros en France, de n'importe quel pays, la banque, son travail, c'est de vérifier que ces fonds ont été taxés. Parce qu'en fait, elle collabore avec la France. Et donc là, le petit piège, c'est pour des personnes qui s'amuseraient à tricher et à ne pas être résident fiscal, à ne pas sécuriser leur résidence fiscale quelque part, c'est là où il y a un vrai problème, effectivement, c'est que ces gens qui pensent agir en toute impunité et à accroître du capital quelque part et qu'ils n'ont pas ce travail de sécurisation de leur résidence personnelle fiscale, ils vont se retrouver à un moment donné où ils vont vouloir bouger leur argent. Et c'est là où tu touches quelque chose qui est très embêtant pour ces gens, c'est que ils risquent à un moment donné de se retrouver face à une banque qui reçoit des fonds. Il leur dit ces fonds-là, prouvez-nous qu'ils ont été taxés. Sans quoi on va devoir faire un travail de délation, de dire concrètement, et ça se trouve, vous ne le saviez même pas, vous étiez encore résident fiscal en France. Ok, je comprends. Et donc, Mais par exemple, tu vois, si on reprend l'exemple que tu nous as dit tout à l'heure, donc quelqu'un qui aurait une société où il fait
500 000 euros de chiffre d'affaires avec 200 000 euros de bénéfices, donc Oui. du coup, il n'a pas payé d'impôts. Et il a passé 3 ans à Dubaï dans cette configuration, si je Oui. prends cet exemple, et qui revient ensuite en France. Est-ce qu'il a quand même des documents pour dire que fiscalement, il était bien à Dubaï, Oui. malgré qu'il n'ait pas payé finalement, puisqu'il a eu à chaque Alors fois non, des... concrètement, il est taxé. Il est taxé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un document. Il a quand même un document, mais c'est marqué 0 dans cet exemple. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, tu as aux Émirats la possibilité d'avoir un certificat de résidence fiscale. Et donc, les autorités attestent que tu es résident fiscalement dans leur pays, en droit interne. En droit Ok. interne. C'est-à-dire que les Émirats le considèrent. C'est-à-dire que tu pourrais très bien toujours être résident en France sans le savoir. Sans rentrer dans des détails techniques, je vais te donner un seul, c'est juste que tu as par exemple où sont tes intérêts économiques. Donc, une personne venant vivre à Dubaï ou peu importe dans quel pays, et elle y gagne 3 000 euros par mois de revenus dans son travail de tous les jours. Mais la France, elle a un parc immobilier qui lui rapporte 15 000 euros par mois. Ben, la France s'est protégée par rapport à ça et elle va te dire non, c'est grâce à la France que tu gagnes de l'argent. Donc pour moi, tu es toujours résident fiscal en France. Donc ça, les c'est... 3 000 euros de ton exemple, la personne serait toujours obligée de payer en France. En fait, elle pense être résidente fiscale à l'étranger parce que pour elle, bah, moi, je suis à Dubaï, je suis peu importe Singapour ou autre, mais en fait, c'est grâce à la France que tu gagnes de l'argent. Ça, c'est toujours à vérifier dans les conventions fiscales internationales. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, heureusement, en fait, se protège au maximum et cela par de diverses façons. Mais là, j'en ai cité une qui est très parlante et c'est pour ça que c'est toujours aussi un travail intéressant de sécuriser son transfert de résidence. Parce que c'est pas une fois que on découvre qu'en fait on était encore taxé en France. Et souvent, c'est ce que tu as dit, c'est que c'est lorsqu'on rapatrie des fonds. Aujourd'hui, je suis à Dubaï, j'encaisse de l'argent. Si on se considère fiscalement aux Émirats Arabes Unis, on ne va pas déclarer ses fonds en France. Je suis aux Émirats Arabes Unis, je travaille ici, pour moi je suis résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. Mais c'est bien le moment où on va rapatrier des fonds, où là on peut nous demander un justificatif. Prouvez-moi que vous étiez résident fiscal en fait à Dubaï. Et d'où l'intérêt de sécuriser sa résidence fiscale. Et les Émirats le font avec ce qu'on appelle un certificat de résidence, qui n'est pas obligatoire à obtenir, mais qui est un document qui atteste, en tout cas, qu'on remplit plusieurs critères, notamment qu'il y a une vérification au niveau de l'immigration, de l'entrée et sortie du territoire. Ce qui évite cette légende qui dirait, je paye un appartement, je fais croire que je suis à Dubaï, j'y suis résident fiscal, mais je n'y vais jamais. Ça n'existe pas, c'est impossible, ça ne peut pas exister, puisqu'en fait, les Émirats attestent des entrées et sorties du territoire avec un document de l'immigration. Donc ça, c'est le genre de légende aussi. Il y en a qui disent oui, je ne paye pas d'impôts dans un pays, j'ai une domiciliation. Ça pourrait marcher, entre guillemets, dans l'Union européenne, là on ne demande rien. Et encore... Je pense qu'ils voient avec tes billets d'avion. Si, il y a une recherche, évidemment. Tu as tout dit par des billets d'avion, on pourrait... Mais Dubaï, c'est sûr que c'est cramé parce que, comme tu l'as dit, il y a le passeport et les entrées-sorties. Donc là, c'est méga facile. En tout cas, on ne peut pas tricher sur sa résidence fiscale. Il Ouais. faut le savoir. Donc déjà, il ne faut pas tricher, je vous le dis. Mais de deux, en tout cas, vous ne pourriez même pas imaginer le faire puisque, en fait, il y a des éléments factuels à apporter et que ce soit des preuves qu'on fournit nous-mêmes ou un document des autorités. Et ce fameux document qu'on peut nous demander quand on rapatrie les fonds. Qui va dire, prouvez-moi que vous étiez taxé, que cet argent a été taxé aux Émirats. Oui, c'était mon salaire tous les mois. J'ai gagné de l'argent aux Émirats Arabes Unis. J'y étais résident fiscal. Et donc, je veux prouver que ces fonds ont été taxés. En l'occurrence, pas taxés, parce que je suis aux Émirats Arabes Unis en tant que résident, un individu non taxé. Mais tu as le document qui permet de montrer à l'administration en cas de exactement. besoin. Après que le taxe soit à 0%, peu importe. Mais en tout cas, j'ai été taxé. En tout cas, ça montre que ça a été taxé, même si c'était 0%. Mais j'ai compris l'idée. Okay. Ouais. Donc ça, c'est top. Ouais. Concernant les crypto-monnaies, par exemple, en Estonie, tu as certaines banques qui sont totalement réfractaires. Et on donnait l'exemple de Wise, sauf de ma part. Wise, crypto-monnaie, c'est banni. Ouais. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? J'ai pu voir aussi des annonces sur des sites où c'est marqué tel appartement, 1 bitcoin, où il faut 5 bitcoins, 10 bitcoins, etc. Quelle est un petit peu la tendance ici concernant le bitcoin et les crypto-monnaies de manière générale? Est-ce que c'est friendly? Parce que ceux qui font des bons gains quand il y a des bull runs ont peut-être la tendance à se dire je vais récupérer mes fonds ici. Comment ça se passe concrètement sur l'aspect crypto-monnaie? Alors, l'aspect crypto-monnaie, je vais t'en parler avec précision. Il y a deux aspects. Il y a premièrement des personnes qui veulent travailler dans la crypto-monnaie, y faire un token ou autre. Ça, il faut savoir qu'il y a deux images, entre guillemets. On pourrait penser que Dubaï est très crypto-friendly, puisqu'en fait, ils mettent en place beaucoup de licences
liées à une activité de crypto-monnaie. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'on se dit de l'extérieur, il y a aussi beaucoup de gens médiatisés liés à la crypto qui sont aux Émirats Arabes Unis. Donc on pourrait dire de l'extérieur, c'est crypto-friendly, je peux y faire mon activité. Attention tout de même, il y a une régulation en place, au même titre qu'une banque ou autre. Aujourd'hui, il y a VARA, en tout cas, qui existe, et qui sont des choses assez lourdes pour pouvoir mettre en place une activité liée à la crypto-monnaie. Et ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas je veux faire de la crypto-monnaie, je paye une licence qui va me coûter X milliers d'euros et je fais de la crypto. Non. Et ça s'explique aussi parce qu'en fait, la crypto-monnaie, elle permet pas de tracer aussi simplement la provenance des fonds. Et donc, aujourd'hui, le monde dans lequel on est, il se veut interconnecté en tout cas, et surtout de pouvoir avoir certaines certitudes sur le fait que ces fonds, ils viennent pas de quelconque chose mauvaise. Donc ça, c'est le premier point. Lorsque je veux travailler dans le milieu de la crypto-monnaie, il faut que je me renseigne réellement sur quelles sont les régulations, si je peux le faire, ne pas le faire, combien ça me coûterait, c'est compliqué. Au même titre qu'on aurait un fonds d'investissement. À titre perso, il y a deux choses. Il y a le fait que tu n'as pas d'impôt sur les plus-values quelconques. Donc, en tant qu'investisseur dans la crypto-monnaie aux Émirats, c'est assez facile. Effectivement, si tu investis de la crypto-monnaie, donc dans la crypto-monnaie, tu as une licence Binance, par exemple, qui a sa licence ici. Je mets de l'argent sur Binance, je fais une plus-value quelconque dans du trading ou à titre personnel et ou une plus-value sur mes tokens. Je les retire, superbe, jackpot, magnifique. Très facile. Enfin, les Émirats étaient un lieu où on pouvait imaginer aussi échanger sa crypto contre du cash. Attention, ça se durcit énormément parce que l'impôt est arrivé pour plein de raisons. En fait, encore une fois, on parle de renforcement, de plein de mesures pour contrer en tout cas le financement du terrorisme et autres. Et ça, je pense qu'on arrive à la fin d'une ère et que ça va être beaucoup plus compliqué, en tout cas, beaucoup moins le Far West aux Émirats. Donc de dire, voilà un bitcoin et j'aimerais récupérer cet argent en cash, ça c'est quasiment plus possible. Ça n'a pas de sens pour moi et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, alors tu pourras toujours payer des gens en crypto, encore heureux, parce que c'est un marché libre. Demain, tu veux m'acheter ma montre, tu me donnes de la crypto, ça ne tient qu'à moi à accepter. Et donc, c'est très facile d'utiliser de la crypto à Dubaï en peer-to-peer, avec d'autres personnes. Même pour investir dans un bien immobilier. Par contre, dans un bien immobilier, officiellement, non, tu ne payes pas en crypto. Okay. En fait, je pense que la promotion faite d'accepter la crypto, c'est surtout pour dire cette crypto-là va être échangée contre du cash, pour après... faut-il que tu puisses justifier aussi de cet argent, c'est-à-dire que la provenance des fonds, toujours la provenance des fonds sera toujours vérifiée, que ce soit le Bitcoin tel quel, il sera pas souvent accepté, je pense. Je pense que le Bitcoin est une manière d'accepter entre guillemets de faire de la communication pour attirer les personnes qui en ont, mais in fine, il sera mis en fiat. Donc en euros, en dirhams, pour payer l'appartement. Et en fine, si c'est du fiat, on va toujours de demander, on peut pas avec une mallette comme ça avec 1 million d'euros, ça n'existe plus, c'est impossible, ça n'existe pas du tout d'ailleurs. Et ça, c'est pour ça que la provenance des fonds sera toujours primordiale. Et c'est pour ça qu'il y a autant aujourd'hui de procédures, c'est très procédurier et tout aux Émirats pour pouvoir travailler par exemple dans mon activité. Dans l'activité immobilière, c'est très procédurier. On doit faire attention, en tout cas, à toujours vérifier les personnes qu'on accompagne. Toi, il y a quoi 1% des gens qui sont reliés soit à l'investissement crypto-monnaie ou dans ce secteur d'activité, dans les 2000 personnes que tu as accompagnées, ou 5%, 10%, pour savoir si c'est vraiment très minoritaire, ou en revanche... je pense que c'est quand même... Non, moi j'ai beaucoup de gens qui sont liés à la crypto, mais parce qu'ils sont des investisseurs en fait crypto, ils tradent en fait comme tout le monde en vrai, si tu veux, c'est tout le monde a son Binance. Okay. Par contre, j'ai peu de startups crypto-monnaie ou autres aujourd'hui, où là ils ont des montages à l'international, mais la majorité non, c'est des personnes qui sont crypto-friendly, qui on met de l'argent dedans à un moment donné. Ok. Merci pour ce retour. Donc si on récapitule, on a parlé appartement, logement, création de société, création et carte de résidence ou encore compte bancaire professionnel et personnel. Oui. Donc je me suis mis, donc ce que je te propose, je me suis mis selon moi les avantages et les inconvénients de Dubaï. Très bien. Donc j'ai noté 7 avantages, 7 inconvénients. Ouais.
Tu vas me dire, Tu veux qu'on en discute? voilà, vrai ou faux. Oui. Et ensuite, on pourra faire le petit match amical où je te partagerai les avantages de l'Estonie. Très bien. Et à chaque avantage, comme ça donne 2 perspectives et on verra le différentiel par rapport à ça. Ok. Donc, voici les 7 avantages de Dubaï que je me suis noté. Donc, premier avantage, fiscalité très avantageuse. Oui, validé. Deuxième avantage, et il y a un proverbe que tu dois connaître certainement, à Dubaï, tu viens pour les impôts et tu restes pour le réseau, donc réseau d'entrepreneurs millionnaires et multimillionnaires. Oui. Plus grand flux migratoire de millionnaires, c'est à Dubaï aujourd'hui. Ça ne le sera peut-être pas demain ou d'un jour, mais aujourd'hui, c'est le cas. Avantage numéro 3, qualité de service 5 étoiles. Oui, clairement. Avantage numéro 4, soleil toute l'année. Combien il y a de Trop jours de soleil. combien il y a de jours de soleil 365 sur 360. 360, je veux dire sur 365. 360. Donc quand il y a un jour de pluie, Ça on se fait. hallucine. Ça se fait, t'étais sous l'eau. Hein. T'attends l'eau avec impatience, donc tu aimes être sous l'eau. J'imagine. Avantage numéro 5, sécurité, hospitalité et propreté. Ouais, vraiment. Avantage numéro 6, gastronomie. Oui, cuisine du monde entier. Effectivement, on mange bien. Et avantage numéro 7, abondance. Donc je pense qu'avec les buildings, on s'en rend compte à 100%. Bon, là, tu m'as mis la pommade. C'est quoi les mauvais points de Dubaï? Alors voilà, j'ai noté aussi 7 inconvénients de Dubaï et tu me diras si tu confirmes ce que je me suis noté. Donc premier inconvénient, chaleur caniculaire en été. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. On ne peut pas le nier. Et c'est c'est très quoi, compliqué. du 1er juin au 1er octobre où vraiment ouais. ça Oui, tabasse. c'est ça. Exactement. 1er juin, 1er octobre. Et c'est quoi, 50 degrés? Genre en juillet-août? C'est, je dirais, alors c'est pas 50 degrés, mais je pense que c'est 50 degrés, oui, en ressenti, t'es dans des températures comme ça. Tout simplement, c'est pas possible d'être à l'extérieur la journée et de se balader. Sinon, que tu... Mais je trouve qu'on est un peu dur avec Dubaï. Je vais te dire pourquoi. C'est pas une réflexion qu'on a quand on parle du Canada ou de Londres. Pour être beaucoup moins extrême, tu vis à Londres, il pleut, t'es pas dehors sous la pluie à te promener pendant 15 minutes la journée. Tu vis chez toi, tu prends ta voiture, tu vas au bureau. Bon, c'est un petit peu pareil pour les Émirats. De 1, je trouve qu'on est dur parce qu'en fait, c'est un extrême qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, d'être au Canada, de vivre dans des tunnels, ça paraît normal parce que ça fait des années que le Canada est mondialement connu. Mais aujourd'hui, de se dire qu'il fait trop chaud et que tu ne peux pas être dehors, c'est choquant. Mais dans la vie de tous les jours, tu es chez toi, tu prends ta voiture, tu vas dans un mall. Et je finirai par le fait que c'est très contraignant pour des personnes qui sont employées aux Émirats. Parce qu'en fait, elles peuvent être obligées de rester ici. Donc c'est vraiment le point faible, en fait, c'est lorsqu'on est employé. Une personne qui, je vais donner un exemple, toi demain, tu choisirais de venir une partie de l'année aux Émirats. Je suis certain qu'avec tes moyens, tu aurais la les 4 chance... mois, je ne serais pas juin, juillet, août, septembre, c'est sûr que je serais Tu pas... pourrais très bien imaginer de faire 4 mois ici, 4 mois ailleurs, 3 mois à Maurice. Et c'est un peu ce que font aujourd'hui. C'est ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui. Je quitte les Émirats à l'été. Ouais, je comprends peut-être la seule chose difficile, tu vas pouvoir me dire, si on a des enfants, est-ce que la scolarité se termine, c'est le break quand même juillet-août? Oui, tu as le break total. Donc il faut rester peut-être jusqu'au 20 juin. Mais par contre, tu touches quelque chose, c'est qu'effectivement, tu reviens début septembre, tu as un début scolaire, donc c'est plus limité à... Oui, complètement. Deuxième inconvénient, besoin d'un VPN pour appeler avec WhatsApp. Oui, c'est pas un inconvénient forcément. Moi, par exemple, j'ai un... Et il faut utiliser, on m'a conseillé Botim, que je connaissais pas du tout. Ouais. Bon, Est-ce que tu as d'autres sites parce que WhatsApp, c'est un peu ce qu'on utilise tous. Donc ça marche, WhatsApp. Alors, message WhatsApp écrit. marche, c'est les appels qui marchent pas. C'est juste appeler quelqu'un. Ouais. Moi, j'utilise Botim, c'est ce qu'on m'a conseillé. Ouais. Écoute, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai un forfait téléphonique avec l'illimité vers les autres pays. Donc, j'ai pas ce problème-là, j'appelle directement. Ah oui, t'appelles, je comprends. Ça me coûte 60 € avec Etisalat. C'est un opérateur local, donc j'ai pas ce problème-là. Mais c'est vrai que c'est pas un défaut pour m'en parler. Je pense que c'est... Et je vais pas me positionner parce que si ça a été bloqué, il y a peut-être une raison derrière. Donc, est-ce que concrètement... Honnêtement, ça va. Puisque si WhatsApp ne marchait pas du tout, là, ça serait la merde, là, je te cache pas, mais juste les appels, moi, c'est rare que j'appelle avec WhatsApp, je fais soit des audios ou messages écrits, donc ça, c'est good. Complètement. Inconvénient numéro 3, mauvaise qualité de l'air. Oui, non, c'est une certitude. C'est une certitude parce qu'aujourd'hui, tu as des particules fines. C'est un pays où il y a beaucoup de construction en permanence. Donc, tu as tous ces travaux.
je veux dire, tu as en permanence des mauvaises particules. Donc ça, on ne peut pas le nier. C'est une très mauvaise qualité de l'air. Comme on pourrait le retrouver dans d'autres milieux très saturés, ça peut être peut-être en Chine ou en Inde, Pakistan, j'en sais rien, là où tu as beaucoup d'usines. Donc la qualité de l'air, c'est factuel. C'est surtout pas une qualité ici. Et voilà. Après, je ne pense pas qu'il faut que ce soit non plus un frein, dans le sens où aujourd'hui, on est impacté par beaucoup de choses, hein, la nourriture. Tu as aussi des gens, voilà, ils vont vivre, je ne sais pas moi, dans le sud de la France, mais ils sont à un paquet de clopes par jour, ou ils sont en déprime, ils boivent tous les soirs leurs 2 verres de vodka. Donc il y a plein de moyens de se pourrir la santé, mais c'est une certitude. Dubaï, en tout cas, c'est une évidence. La qualité de l'air n'est pas bonne, et également de l'eau, puisque l'eau est dessalée. L'eau est dessalée, donc Il ne faut pas boire l'eau du robinet. tu peux pas boire l'eau du robinet. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est, c'est pas Bon, encore l'eau fort. n'est pas très chère, mais ouais, pas boire l'eau du robinet. Mais c'est un point, en tout cas, c'est important, il faut le prendre en considération, et d'où le fait qu'on parlait tout à l'heure de l'île Maurice, où des personnes, pour elles, ça serait trop important, cette partie, entre guillemets, de se sentir dans un environnement vert, naturel, ou si c'est une priorité numéro 1, c'est certain que Dubaï aujourd'hui, c'est certain. Et puis ils essaient de faire des efforts. On voit que dans la vision de cette ville, ils émettent un petit peu genre une sorte de qu'est-ce que sera la ville en 2040, en 2050. Alors tu vois une ville toute verte, mais pour y arriver... Ça, j'ai du mal à y croire, mais on verra. Seul le futur. Alors, je sais qu'ils sont en mesure de tout faire. Oui. Maintenant, ça surtout ne pour restera y jamais arriver, comme si tu allais dans une vraie montagne, quoi, entre guillemets. C'est certain. Moi, je le ressens parce qu'en courant, je suis marathonien. Ouais. C'est le seul pays dans le monde où je me sens lourd, comme si j'avais 15, 20, 30 kilos de plus en termes de poids. Ouais. Et je sens... après, moi, je suis aussi Dubaï Marina, donc là, Beaucoup niveau de pollution. trafic, etc., c'est assez énorme. Ouais. Mais je sens la mauvaise qualité de l'air. Parce qu'en Estonie, c'est l'inverse. C'est l'un des meilleurs airs du monde. Et tout est méga espace vert. Donc là, tu Moi, le sens. je pense que c'est très important. Surtout qu'on prend tous très au sérieux la santé aujourd'hui. Ça reste notre asset numéro 1. Donc, on ne peut pas nier ça. Moi, en tout cas, si je peux répondre par rapport à ça, comment je contre ça, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye de... déjà, je ne suis pas qu'aux Émirats. Donc, je me dis, par exemple, X mois de l'année, je suis là. Les Émirats ne sont pas ma base 12 mois de l'année. Donc, j'accepte d'être ici, par exemple, pendant 3 mois. Je repars, je vais revenir. Donc, j'ai cette sensation d'être dans un environnement qui n'est peut-être pas favorable d'un point de vue santé pendant 3 mois. Genre 7 mois par an, mais tu as 5 mois où tu es un peu à l'extérieur, où là, c'est... Ouais, puis il est parfait pas... pour ta santé. C'est ça. Inconvénient numéro 4, taxi dangereux. Donc on a une application qui s'appelle Karim, notamment les Ala Taxi. Moi, c'était ce qui m'avait surpris. Qu'est-ce que... taxi. Ouais, tu confirmes. C'est pas les taxis qui sont dangereux, c'est les Indiens, Pakistanais, haute culture qui en fait ont une Thaïlandais, j'en sais rien moi, qui ont une habitude ils ont dû passer le permis et on leur a dit les distances de sécurité, 1 mètre ça suffit. Donc en fait, nous on pense ça très dangereux. Eux, j'ai l'impression qu'ils maîtrisent leur truc, mais tu as des taxis qui roulent à 90, 100 et qui sont à 3 mètres de la voiture devant. Mais tu te dis, mais à un moment donné, genre, si ça freine devant toi, tu es au courant que tu vas taper dedans. Et ça, c'est vraiment un problème récurrent. Moi, c'est ça qui me fait un peu flipper, ouais. personnellement. Ça fait flipper, mais après, on croise les doigts, tout s'est bien passé. J'ai pas de retour d'accident. Je n'ai pas un seul autour de moi de gens. J'ai entendu qu'ils ont eu un accident quand même en taxi. Après, c'est sûr que c'est surprenant. Par exemple, tu as des grandes voies, tu as des multi-voies, ou jusqu'à 4, 5, 6 voies. Et en fait, chaque voie va à un endroit différent. Donc ça, c'est surprenant quand tu arrives à Dubaï parce que tu te fais doubler par la droite. Tu es au milieu d'une route et en fait, tu comprends que ça peut doubler par la droite parce que la voie de droite va à une autre destination. Ce qui est moins récurrent quand on est en France ou autre. Quand on conduit, on a tendance à avoir un réflexe de... J'ai l'impression que ça a été structuré ou très souvent, on nous dépasse de façon naturelle par la gauche. Et donc ça, c'est un petit point surprenant aussi. Ouais. Mais ça, le taxi, ça va. Inconvénient numéro 5, il manque d'espace vert. C'est certain. Il faut plus de plots, d'espace vert, c'est une certitude. Et j'espère que les Émirats vont y travailler à transformer du sable en forêt. Inconvénient numéro 6, coût de la vie élevé. Donc là, oui. Ça dépend, mais c'est relativement important. Ça dépend, mais oui. Après, attention, encore une petite parenthèse sur ça en 1 seconde, mais
le coût de la vie ne dépend que de tout un chacun. Ouais, complètement. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, c'est en venant, donc j'ai fait Dubaï, donc 2016, 2024, 2025. Évidemment, comme tu l'as parfaitement souligné, si on veut vivre avec 2005 à 5000 euros, Oui. c'est tout à fait possible. C'est pas uniquement des coups de C'est ça. Lamborghini à tout va Ouais. ou restaurant 5 étoiles. Donc, c'est ça aussi qui est appréciable, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un lifestyle très satisfaisant à une rémunération accessible. Ouais. En fait, Si je on pense le qu'on souhaite. on pointe du doigt aussi les Émirats parce que c'est un environnement, c'est une ville qui est touristique. Donc, il y a beaucoup de flux entrants de gens qui viennent et qui partent et autres. Et il y a beaucoup d'attractions. Donc, en fait, ça laisse présager que c'est dur de vivre avec peu parce que tu as beaucoup de tentations. Donc, c'est là où, en fait, on met tout de suite, on pointe du doigt parce qu'on se dit, t'es jeune, tu veux t'expatrier, fais attention à Dubaï parce que t'es sujet à tous les week-ends à vouloir sortir, à trucs, t'as des filles du monde entier, des trucs et tout, et c'est une réalité. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que une personne qui veut réussir, à un moment donné, t'es passé par là, j'en suis certain, c'est être devant, nous ça a dû être un ordinateur, concentré, travailler, Focus. ne pas dépenser. Parce que ces ressources, si on les met, si on a 100 euros qu'on les met ici plutôt qu'en pub ou plutôt qu'en ressources pour nous aider, on ne va pas avancer. Donc en fait, il n'y a qu'une seule méthode. Et cette seule méthode, elle est qu'on est obligé de faire attention à nos dépenses. Et ça, ce que je veux dire, c'est que ça peut être le cas où qu'on vive. Ça ne dépend que de soi, que de prendre la décision de se restreindre. Et on peut se restreindre quel que soit le pays aujourd'hui, puisque manger des pâtes et du riz, du poulet, je veux dire, ça, dans le monde entier, c'est le même prix. Je ne sais pas si les riz vaut plus ou moins cher. Voilà, aller au sport pour prendre soin un petit peu de soi. Il y a toujours des salles de sport dans le monde entier. Ça coûte toujours 20 balles, 30 balles. Ou pour les gens qui sont dans leur luxe, 100 euros. C'est des normes internationales. Les apparts, donc vraiment, j'appuie sur ça. Et je te dis ça pourquoi ? Parce que moi, je suis un mec, j'ai vécu des fois en auberge de jeunesse pendant 2 mois à 10 euros la nuit pour essayer de me lancer dans mes affaires, dans mes trucs. Donc j'ai fait ces efforts-là et dans des environnements où c'était très cher. Donc j'ai eu ces étapes et ce que je veux dire par là, soyez pas freinés par les coûts de vie. Faut pas que ce soit un frein. Il y a plein d'autres choses. Il y a d'autres trucs qui sont des freins, mais ouais. Et inconvénient numéro 7, peu de liberté d'expression. Peu de liberté d'expression, je sais pas. Je sais pas. C'est un vrai sujet, en tout cas. Concrètement... Il y a peut-être des sujets, justement, qu'il faut pas aborder, peut-être ici. Je sais pas si on peut aborder ou pas certains sujets, mais je pense qu'il y a des non-sujets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, vu qu'il n'y a pas de parti politique aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de gauche, droite et autres, tu n'es pas en mesure de dire est-ce que c'est mieux à gauche ou à droite. Donc déjà, c'est un premier truc. Donc tu vois qu'il y a moins cette confrontation qui se fait, ces débats publics de politique. Il y a le fait qu'il y a peut-être une protection aussi qui a été mise en place contre l'harcèlement en ligne et autres, et qui a été aussi perçue comme un manque de possibilité de pouvoir, on va dire, communiquer. Je te donne un exemple. Tu peux être embêté si tu critiques, on va dire, certaines institutions, même une société. Donc, tu as un employé un jour qui s'est retrouvé à devoir... qui avait quitté le pays, qui avait été, entre guillemets, qui avait dit du mal sur son employeur. Et alors, j'ai plus l'histoire en tête exactement, mais on l'a arrêté, on lui a demandé des comptes, parce qu'il entre guillemets, il dénigrait l'image de la société. Donc, il y a des choses qui sont assez, effectivement, faire attention dans sa manière de communiquer. Maintenant, moi, j'ai pas la sensation d'être limité, vraiment. Ouais. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le petit match amical. Donc, moi, j'ai répertorié donc 19 avantages de l'Estonie. Et comme ça, quand je donnerai un avantage de l'Estonie, tu pourras donner l'exemple de Dubaï. Comme ça peut-être d'avoir 2 paradigmes totalement différents. Donc, avantage numéro 1 de l'Estonie, 2% d'impôt sur les sociétés. Là, on est dans quelque chose qui est très favorable. Et pour Dubaï, nous, on est pour la majorité à 0. Mais je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur la fiscalité. Dans ce cas-là, les deux seraient très bien. Ouais, donc si on doit résumer Dubaï, donc 0% d'impôt sur les sociétés jusqu'à 100 000 euros de bénéfices, donc 375 000 dirhams, et au-delà
9% avec l'exonération jusqu'à 700 000 Ouais. euros de chiffre d'affaires, où là aussi, on est à zéro. Avantage numéro 2 de l'Estonie, mais là, Dubaï, tu vas rigoler, taxe de 24% sur les dividendes, donc que vous versiez 20 000 euros par an ou 1 milliard d'euros par an, la taxe est de 24% sur les dividendes, il n'y a pas de système de tranche. D'accord. Toi, Dubaï, c'est zéro. Ouais. Avantage numéro 3 de l'Estonie, création d'une société en 30 minutes chrono pour un paiement unique de 265 euros. Vous avez accès à vie à la société. Bon, bah là, Dubaï, Dubaï, 3000. on est battu. Avantage numéro 4, ouverture facile d'un compte bancaire professionnel et personnel. Donc il y a 4 banques principales en Estonie. Ouais. Swedbank, LHV, Luminor et SEB. Rappelle-nous les noms des banques ici à Dubaï. Commercial Bank of Dubai. Alors, tu as des autres banques, HSBC ou autres sont ici aussi. Mais principalement, on utilise des banques locales. Raiffbank, CBD, Mashrek, etc. Viobank pour ceux qui veulent du digital. Avantage numéro 5 de l'Estonie, une seule société pour votre activité et vos investissements. Donc pas besoin d'une holding puisqu'on fait tout avec la même société. Donc personnellement, j'ai 2 biens immobiliers à Dubaï, une partie via des achats-reventes avec d'autres investisseurs français. C'est avec ma société estonienne. Si on veut investir ici à Dubaï, est-ce qu'on a besoin aussi d'avoir une autre société style SCI comme en France ou à l'inverse, comme en Estonie, avec la même société, on peut tout faire. Donc en Estonie, business en ligne, crypto-monnaie, bourse, immobilier, or, etc., etc. Ça, c'est un vrai game changer. Ouais. Bah, pour Dubaï, en tout cas, c'est la même chose. C'est la même chose. En tout cas, t'as pas de nécessité d'être sur... Vu qu'il n'y a pas d'impôt à titre perso, par exemple, l'IMO, tu privilégies de l'acheter en perso ici. Oui, j'imagine que la majorité, là où c'est l'inverse en Estonie, on fait quasiment tout en société parce qu'il y a. Vous avez un avantage à tout rester, à tout laisser en société. Moi, tout est en société. Ouais. Mm. Avantage numéro 6 de l'Estonie, Stripe et PayPal sont disponibles. Ouais. Idem. Dubaï, il y a Stripe et PayPal. Ouais. Avantage numéro 7 en Estonie, démarche 100% digitale. On a la signature électronique et j'ai encore utilisé hier alors que je suis à Dubaï en ce moment. Est-ce que c'est que en mode système papier ou il y a des choses aussi digitales ici? Alors, tout est digitalisé. Okay. Tout est digitalisé aux Émirats, 100%. Ouais. Avantage numéro 8 en Estonie, transport en commun gratuit à Tallinn pour tous les résidents. Bus, tramway. Bah là, nous, c'est une mauvaise destination pour les transports en commun. Il y a un métro qui est assez performant, mais j'avoue que non, c'est pas une ville où on pense aux transports en comma. Oui, parce que c'est tellement grand, on pense taxi. Optimiser votre temps et 1 heure de gagner à ne pas être dans les transports en commun, c'est 1 heure à essayer de gagner de l'argent quand vous êtes à une étape de... Donc, investissez dans autre chose. Absolument 100% d'accord. Avantage numéro 9, donc l'Estonie est l'un des pays les moins endettés d'Europe. Donc l'Estonie est le second pays d'Europe qui a l'endettement le plus faible, contrairement à la France, qui elle se trouve en 3e position, donc en sens inverse. Oui. Où est-ce qu'on en est ici à Dubaï? Est-ce que il y a peu d'endettement du pays ou c'est une bonne question. Je ne suis pas sur cette partie. Tu t'es jamais intéressé au sujet de savoir si Dubaï est en excédent ou a des dettes, et est-ce que les dettes sont obligatoirement ils sont faibles? endettés. Je pense qu'il y a un modèle économique qui se veut être performant aux Émirats aujourd'hui, mais ils sont pas, en tout cas, non. Avantage numéro 10 de l'Estonie, frais de santé gratuits si vous versez un salaire d'au moins 774 € brut par mois. Comment se passe la santé à Dubaï? Là aussi, j'ai entendu, est-ce que c'est une légende? Oui, non. J'ai entendu, si on est résident dubaïote, c'est gratuit. Ah non, pas du tout. Alors, en fait, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu l'aspect santé, comme c'est notre actif le plus précieux, comment ça se passe concrètement? Donc en Estonie, ce qui est assez fabuleux, quand on se verse un salaire, donc on paye évidemment des charges sociales, mais au moins, on a notre santé prise en charge. Bien sûr. Là, c'était il y a 15 jours, j'ai fait un détartrage. C'était gratuit. Tout est, Voilà, donc après, je paye indirectement parce qu'il faut se verser un salaire et sur le salaire. Donc pour donner un exemple, en Estonie, je me verse donc 1 450 € de salaire, ce qui n'est pas grand-chose. Voilà, les fins de mois sont difficiles à 1400.
Évidemment, je fais avec un dividende, comme vous pouvez l'imaginer, mais avec 1450 euros, je paye quand même 1000 euros, donc 1001 euros. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je paye 2451 Au total. Donc 1450 pour moi et 1000 euros de taxes. Donc c'est pour vous dire que c'est Ça pas... fait mal. Ouais, ça fait mal, donc je te laisse nous partager Ok, bon. ce retour. Écoute, nous, on ne fonctionne ici qu'avec des assurances privées. En fait, quand on parle de c'est gratuit pour les résidents, non, c'est pour les locaux. En fait, les Émiratis se sont donné des avantages. Ils sont, entre guillemets, c'est un... Bah voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu le concept. Ils se sont dit, bah, on se construit avec des expatriés qui viennent dans le pays. Par contre, les avantages qu'ils ont, c'est que ils prennent soin vraiment de leur communauté. Par exemple, ils ont la santé gratuite, je crois, l'école gratuite, et on leur donne même un plot, une terre, en fait, s'ils se marient, je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour eux, et il ne faut pas se comparer, c'est vraiment, bah, c'est leur délire, au même titre que nous, on pourrait dire, bah voilà, ça, on a un modèle, un pays où on fait venir des gens, et en échange, bah, ça nous rapporte de l'argent, et au profit de notre communauté. Donc ça, c'est un truc. Non, nous, on paye une assurance santé, qui peut être cumulé à une CFE, donc la Caisse des Français de l'étranger. Et en fait, bah, c'est un système privé, donc c'est un petit peu comme une mutuelle. C'est le même fonctionnement. Tu as soit avec avance de frais ou pas. Et donc, tu payes par exemple, on va dire 100 euros par mois pour une assurance santé internationale. Les groupes connus par beaucoup, ça peut être AXA, MSH, on y regroupe, il y a un groupe qui s'appelle April, c'est des genres d'assureurs à l'international. Et alors l'avantage, c'est que tu as accès à un réseau d'hôpitaux dans lesquels tu peux aller, voilà, et puis alors soit tu ne paies rien. Je te donne un exemple, moi j'avais des douleurs au dos, tout ça, j'étais inquiet, je me suis fait bon, niveau médecine, c'est le top du top ici, mais surtout ce que je veux dire, c'est que j'ai été surpris, je suis arrivé dans le truc, je dis voilà, moi j'ai MSH. On m'a dit ok, tiens, attends 5 minutes. Le médecin m'a pris, j'ai fait IRM scanner dans la foulée. 1 heure après, je suis parti. J'étais comme un con dans la salle d'attente, comme ça j'attendais. Je me suis dit, ils vont m'appeler, ils vont me faire payer quelque chose à un moment donné, ou j'en sais rien. C'était la première fois que j'utilisais mon assurance santé, la nouvelle internationale. À un moment donné, je vais à la réception, je dis voilà, qu'est-ce que je vous dois et tout. Mais non, tout est ok, merci, au revoir et tout. Donc je suis reparti au bout d'1 heure et demie avec mon résultat de scanner IRM. J'ai su ce que j'avais, j'étais plus inquiet. Et c'était pris dans mes 100 euros par mois et tout. Donc c'est performant. C'est juste un autre modèle. Et ça, pour le coup, voilà. Ouais, donc ça, c'est un bel avantage de Dubaï. Pas à Dubaï, mais en tout cas, en tant qu'expatrié, c'est une obligation. Il faut s'assurer pour avoir l'état, on va dire, l'esprit tranquille. Parce qu'il y a des pays où, attention, Dubaï, assuré, c'est un bonheur. Pas assuré, ça peut coûter très cher parce que on est dans le privé. C'est-à-dire que les gens pratiquent des honoraires libres. Donc ça peut être comme les États-Unis, des sommes astronomiques. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut te demander l'infini, puisque c'est du privé. Donc tu rentres dans un hôpital, je veux dire, c'est comme si tu me dirais pas l'hôpital américain à Paris, on pratique les honoraires. Si le mec il veut dire c'est 1000 euros l'heure, voilà, si c'est son droit, quoi. Donc, ouais. Je comprends. Avantage numéro 11 de l'Estonie, connexion Internet parmi les plus rapides d'Europe. Donc la totalité de l'Estonie est couverte en 4G, une bonne partie en 5G. Ouais. Et on a donc jusqu'à 1 giga par seconde. Et pour te donner un ordre d'idée, j'ai 500, donc 0,5 giga par seconde en Estonie quand j'y suis. Donc c'est évidemment très pratique. C'est en mode grosse fusée. Qu'est-ce que vaut la connexion Internet ici ? C'est pareil, tu as du grosse fusée ? Non, je pense que c'est un équivalent. Je sais pas techniquement si on a ça. Par contre, en tout cas, c'est pas l'île Maurice. Ok. Avantage numéro 12, environnement écologique pur et sain. Donc, l'air pur est imbattable en Europe. Bon, là, forcément, on a du sable logique. Ouais. Avantage numéro 13 de l'Estonie, numéro 1 en Europe au niveau scolaire. Ouais. Mathématiques, sciences, lecture. L'Estonie est numéro 1 en Europe concernant l'éducation scolaire. Où est-ce qu'on en est concernant Dubaï pour ceux qui mettent leurs enfants en scolarité ici? Écoute, pour moi, c'est dur d'en parler parce que j'ai pas encore d'enfant, mais j'ai le plaisir d'avoir une petite fille qui arrive dans quelques mois. Donc, je peux pas en parler avec précision. Je peux te dire qu'il y a de très bons retours sur la partie scolaire ici. C'est un modèle qui est un petit peu anglo-saxon, c'est-à-dire que de ce que j'ai compris, les enfants souvent sont scolarisés le matin, l'après-midi font des activités. C'est cher l'école, il faut le redire, c'est cher. Alors attention,
à toute proportion gardée, dans le sens où, quoi qu'il arrive, on pointe du doigt le fait que c'est cher à Dubaï, c'est parce que c'est privé. Une personne qui reste expatriée demain, j'en sais rien, au Maroc, si elle veut mettre ses enfants dans le privé, elle aura toujours des prix qui sont c'est toujours les mêmes. C'est entre 6 000, 15 000, 20 000, ça dépend des écoles privées, de la qualité de ces écoles et de leur reconnaissance locale, internationale. Donc, quoi qu'il arrive, mettre ses enfants dans le privé, ça coûte de l'argent et surtout à l'international. Mais en tout cas, pour la qualité du cursus scolaire, j'ai cru comprendre que c'était vraiment reconnu aux Émirats. C'est un environnement qui est sécurisé pour les enfants. Et alors, la petite anecdote qui est drôle, c'est... ça sort du truc scolaire, mais c'est que t'entends souvent, c'était Andrew Tate qui disait oui, si vous avez une fille, c'est le bonheur, il faut qu'elle soit aux Émirats. Si vous avez un garçon, c'est pas le bon endroit parce que ça va pas l'endurcir, parce qu'il est dans un milieu où tout tellement t'es dans le monde des bisounours, et tu te dis si demain ton garçon il a été élevé aux Émirats, tu le catapultes demain, j'en sais rien, dans le centre Paris. de Marseille ou à Paris. Marseille. Il va pas être tranquille. Et donc c'était drôle quand j'ai entendu ça. Je dis putain, le con, il a raison en partie, mais donc pour l'école, je peux pas vraiment savoir, mais je sais que comme partout, quand il y a à un moment donné, si tu as les moyens, d'offrir ce qu'il y a de mieux, quel que soit le pays, d'ailleurs, des choses très bonnes. Avantage numéro 14, immobilier avantageux. Ici à Dubaï, c'est immobilier très avantageux, notamment si on souhaite investir et faire une belle plus-value. Ouais. Avantage numéro 15, toutes les démarches peuvent être réalisées en anglais. Est-ce que là aussi, c'est le cas? Oui. Okay. Tout est en anglais, ouais. Donc on n'est pas obligé de savoir parler arabe comme on n'est pas obligé en Estonie, comme tu peux l'imaginer. Ouais. Nul besoin de parler estonien, donc nul besoin de parler arabe ici. Ouais. Avantage numéro 16, Tallinn est à moins de 2h40 de vol de Paris. Bruxelles est 3h15 de Nice en vol direct. Ici, donc Genève, je crois que c'est 6h30 et Paris, c'est quoi, 6h, 7h de vol en vol direct? 7h Paris, je crois, 6h Nice. Moi, je suis en Nice en direct. Donc Nice 6h, Paris 7h 6h et moi je suis venu de Genève. Ça doit être 6h30, un truc comme ça. Donc ce qui est quand même très rapide. Ouais. J'ai bossé et c'était... Pour ça, c'est avantageux. Hein. Alors, on parle de l'Estonie, hein, mais moi, je sais que tu parles aussi d'une comparaison à l'international avec plein de pays différents. Pour quelqu'un qui voudrait s'expatrier, faut admettre que ce soit l'Estonie ou Dubaï, il y a des points très positifs pour un Français parce que on garde un fuseau horaire qui est ultra favorable. Donc, nous, on est en avance de 2 heures ou de 3 heures. Quand tu cibles un marché francophone, ce qui est le cas de beaucoup de Français. Hein, moi, je suis en avance d'1 heure. Ouais. Ok. En tout cas, c'est tout super. Le temps, toute l'année, ça change exactement. Quand en France change, l'Estonie change aussi. Nous, 1 heure d'avance, ça, c'est parfait. Nous, c'est 2 ou 3. Et tu vois, c'est pareil, c'est que pour le coup, c'est favorable. J'entends des gens qui sont demain, j'en sais rien, au Panama, au Mexique. Bon, là, c'est un autre délire. Concrètement, faut vouloir. Je veux dire, quand il fait nuit, il fait jour en France. Je veux dire, je vois pas comment tu peux travailler dans des métiers de conseil autres. Il faut complètement l'oublier. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai truc qui se passe. Ces deux destinations qui sont très intéressantes pour un Français. Avantage numéro 17, donc pas besoin de visa. Donc là, on peut venir aussi en touriste. En touriste, c'est ce que j'ai fait moi personnellement. Ouais. Avantage numéro 18 de l'Estonie, donc l'euro est la monnaie officielle, aucun frais de change, aucun frais de conversion. Donc ici, la monnaie, c'est le dirham, donc c'est du AED. Et après, j'ai remarqué, ça va quand même, le taux de change est relativement stable. Ouais, il est indexé sur le dollar, donc ça bouge. Et c'est vrai que pour le coup, pour moi, je vois ça comme un petit désavantage quand même. Alors, je suis pas dans le commerce international, dans le trading de devises, donc je peux pas forcément savoir s'il y avait des avantages à ça, mais évidemment, je pense que le fait d'être dans un environnement en euros est plus favorable pour plein de raisons. Et avantage numéro 19, possibilité de tirer avantage de l'effet de levier bancaire pour investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est le cas également ici? Est-ce qu'on peut utiliser l'effet de levier bancaire? Alors ça, c'est quelque chose, tu vois, qui me dérange et que je l'ai entendu plusieurs fois, comme quoi c'était un vrai truc qui marchait pas aux Émirats, ce qui est complètement faux. Je l'ai entendu par un gars qui est sur le web, qui s'appelle AH. Okay. Je sais pas si ça te parle. Il fait du conseil en fiscalité. Il est très
rude sur plusieurs trucs. Il a une manière de communiquer voilà, qui est assez particulière, mais il a beaucoup de bon contenu. Mais il a quand même fait des erreurs. Et la première erreur qu'il fait, c'est qu'il met vraiment en lumière le fait qu'aux Émirats, ça ne marche pas pour la partie bancaire, notamment pour emprunter, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est d'autant plus facile. Moi, je peux en parler déjà, ne serait-ce que parce que j'ai emprunté il y a de ça 1 an. J'ai plein d'amis qui ont emprunté dernièrement. Et donc le process, moi je crois qu'en 2 semaines, du moment où j'ai contacté en tout cas une banque, alors j'ai contacté ma banque, donc j'ai même pas fait un système de prendre un courtier ou d'aller voir toutes les banques. Ma banque, parce que de façon logique, en tout cas elle a mes flux, donc elle voit ce qui se passe et du coup il y a une relation de confiance qui est établie, elle voit que j'ai pas besoin de justifier ce que je fais 3 heures. Et donc en apportant donc, des documents assez simples, hein, j'ai été financé. Et j'ai pu mettre mes 20% d'apport pour investir dans l'immobilier. Donc, obligatoirement, il faut mettre 20% d'apport. Oui, c'est le minimum. Okay. Le 20% est le minimum. Effectivement, on ne pourrait pas penser à de l'emprunt à 0 ou autre ici. Donc, 20%, c'est le minimum. Et au pire, je crois que c'est du 40%. Et ça se réserve à des non-résidents. Une personne pourrait même emprunter aux Émirats sans y être résident. Elle aurait un certain setup, mais en tout cas, elle pourrait imaginer être financée à hauteur de 60%. Donc, on va plus parler de 80% dans la majorité des cas lors d'un premier financement. Si je devais réemprunter demain, peut-être que je pourrais emprunter que 70%. Mais en tout cas, lors d'un premier financement auprès d'une banque aux Émirats, pour synthétiser, on va parler de 6 mois de relevé bancaire et de salaire lorsqu'on est employé. Et on va dans une banque, on peut avoir 20% d'apport et 80% de financement. Et lorsque l'on est entrepreneur, qu'on a sa propre structure, eh bien on parle de 2 ans d'expérience dans sa société pour pouvoir en tout cas emprunter. C'est plus compliqué donc. Merci. Donc pour terminer sur une dernière question, the last one. Donc quels sont ou les 2-3 inconvénients majeurs de Dubaï? Donc je te donne l'exemple de l'Estonie, il y a 2 objections majeures. Numéro 1, la météo, oui. Notamment l'hiver, parce que novembre, décembre, janvier, février, mars, il va faire 0 degré, des températures négatives, etc. Oui. Et le deuxième, c'est il faut savoir parler anglais. Oui. Et ensuite, comme tu as fondé Maj Business Club, si vous êtes jusqu'ici, c'est que vous dites « j'aimerais en savoir plus sur ce club d'affaires que je recommande ». Est-ce que tu pourras nous dire aussi à qui ça s'adresse? Donc, je te laisse nous partager pour le mot de la fin les inconvénients de Dubaï, en résumant parce que le monsieur va nous mettre bientôt à la porte. Et ensuite, évidemment... Alors, en 2 mots, Maj. Aujourd'hui, Maj, c'est une structure qui a accompagné plus de 1000 sociétés aux Émirats. On a 2000 personnes qui se sont expatriées avec nous. On est très clairement en fait, la référence pour accompagner un Français qui s'expatrie. On s'est concentré sur les Émirats Arabes Unis aujourd'hui, mais on a cette ambition de créer un pont et d'ouvrir plein d'autres destinations. Peut-être qu'un jour, on travaillera peut-être même ensemble parce que les Émirats, c'est bien, mais c'est pas tout. En fait, c'est là où je veux en venir. C'est que le plus grand défaut des Émirats, c'est que ça ne reste que les Émirats. Le meilleur moyen aujourd'hui de se développer en tant que personne, en tant qu'homme, c'est de voyager, c'est de découvrir plein de lieux sympas. Toi, concrètement, les gens, il faut qu'ils le sachent, tu es une machine, tu as été un des premiers entrepreneurs dans le web, tu es quelqu'un de précurseur qui a, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui voient des gens qui sont dans le e-commerce et autres, qui ne peuvent pas s'imaginer que ces personnes-là découlent de personnes précurseurs comme toi, comme l'a été Théophile Hélier également dans son domaine à l'époque. Et aujourd'hui, tu es en Estonie. Donc, il y a une bonne raison à ça. Si tu es en Estonie, c'est parce que tu y trouves plein de choses géniales. Et moi, si je devais en tout cas me construire, j'ai envie d'être entouré de gens qui sont bons, qui sont intelligents, qui ont su tirer leur épingle du jeu. Toi, tu es quelqu'un qui, je crois, part de rien. Donc si je devais moi en tout cas m'expatrier, je vais soit en Estonie et j'essaie de me faire pote avec toi et d'essayer de passer des fois un moment, essayer d'apprendre de toi, ou je vais à Dubaï, mais il n'y a pas que Dubaï, mais en tout cas par rapport à mon marché francophone et autres, je ne vais pas au Panama, je ne vais pas au Mexique, parce qu'il y a une question de logique de décalage horaire et autres, donc je reste plus dans cette partie du monde. Et les défauts de Dubaï ou de l'Estonie ou d'autres, je les contre en me disant il faut que je sois fiscalisé quelque part. Donc ça peut être très bien l'Estonie, ça peut être très bien la Dubaï, ça pourrait être d'autres destinations, peu importe. On va toujours dire là c'est mieux et autres, mais le plus important, je pense, c'est de garder cette mobilité
au même titre que toi aujourd'hui d'être à Dubaï, bah, moi je me souhaite de venir en Estonie, passer peut-être 1 mois, 2 mois. Tu es le bienvenu. Exactement, ou peut-être même un jour me dire, bah, tiens, je vais passer 1 an en Estonie, je vais découvrir plein de nouvelles personnes, élargir mon réseau, parce que bah, c'est la chance du e-commerce aujourd'hui. Et la plus belle chance, c'est de pouvoir de pas être sédentaire. Et donc, peut-être que le mot final sera, il n'y a pas de mieux. Il y a surtout le fait que ça peut être trop cool de se dire, bah, peut-être aller en Estonie 2 ans, puis après aller à Dubaï 1 an, puis peut-être aller là 2 ans. Et ça sera peut-être la meilleure des réponses. Donnez-vous les moyens de ne pas être sédentaire et de découvrir plein de cultures différentes. Et voilà. Merci Maxime. Donc si vous avez apprécié le podcast, la vidéo, si vous êtes jusqu'ici, c'est que je pense que vous avez apprécié les conseils. Donc merci par avance de liker, partager et dites-nous donc si vous êtes déjà venu à Dubaï, quels sont vos avantages ou encore les inconvénients que vous avez pu observer et ça sera avec grand plaisir qu'on pourra relire votre retour. Donc merci une nouvelle fois. Merci à toi. Je mettrai aussi le lien de Maj pour ceux qui souhaitent en savoir plus et évidemment on se réjouit de vous voir dans un prochain événement Maj. Magnifique continuation. Vive les entrepreneurs et welcome to Dubaï. À très vite. Ciao, ciao.